Allez, on a décidé qu'on commençait le temps d'introduire, d'abord de vous accueillir chaleureusement. Vous êtes très nombreux, très nombreuses, et ça fait plaisir de voir que cette soirée vous a intéressé, attiré. Donc bienvenue à vous tous et à vous toutes. Merci d'être là si nombreux. Moi, je suis Cécile, je suis une ancienne journaliste et je travaille ce soir avec l'équipe de l'espace régional de réflexion éthique pour animer cette soirée. Je dis animer parce qu'on a voulu une soirée dynamique, interactive, où vous puissiez non seulement écouter, recevoir, mais aussi participer, poser des questions, témoigner et nous donner finalement aussi. Alors j'ai cité l'espace de réflexion éthique puisque c'est lui qui porte cette soirée. Donc sans plus tarder, je donne la parole à son directeur régional, Miguel Jean, par ailleurs praticien hospitalier, qui vous accueille à son tour. Merci beaucoup Cécile. Merci à vous d'être là. Vous avez affronté les frimas de l'hiver, c'est très bien, très sympa. C'est une soirée qu'on veut interactive. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement accaparer la parole en bas de l'amphi, mais on va la distribuer de sorte que vous puissiez vous exprimer. Alors je profite de ces quelques minutes d'ouverture de cette soirée pour remercier vraiment très chaleureusement tous les intervenants. Alors ils ne sont pas tous arrivés, c'est pour ça que je vais dire un mot sur le retard de Frédéric Worms qui était soumis aux aléas des transports en chemin de fer. On va l'accueillir avec bienveillance dès qu'il pourra nous rejoindre. Mais je remercie vraiment chaleureusement les intervenants. Cécile les présentera. Et puis, je remercie aussi Gilles Berru, le professeur Berru, qui nous a fait l'amitié d'être là. Déjà, c'est un point important. Et puis, en plus, de travailler. Et ça sera le professeur Berru qui fera la conclusion de cette soirée. Donc voilà, je n'en dis pas plus. Je te redonne la parole, Cécile. Et encore merci à tous d'être là. Merci, Miguel. Alors... Normalement, à ce moment-là, Aurélien Duthier, qui va co-animer la soirée avec moi, qui est philosophe et chargé de mission à l'espace de réflexion éthique, devait nous recontextualiser un peu l'organisation de ce temps de parole et d'échange. Mais il le fera tout à l'heure, parce que vous le savez, ça se situe dans un cadre national. Hein. Il y a une convention nationale, j'en perds mes mots, une concertation des territoires sur ce vaste sujet, des acteurs. Et c'est le cas de ce soir. Mais Aurélien le dira tout à l'heure 10 000 fois mieux que moi. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les intervenants qui sont déjà présents. Et après, je vous dirai un petit peu comment les choses vont se passer. On a beaucoup de choses à se dire. 2 heures, je ne sais pas, et un peu moins de 2 heures maintenant, je ne sais pas si ça va suffire. En fait, ça ne suffira pas. Donc, on a essayé d'organiser un petit peu les temps. Avec un espèce de plan. J'espère qu'on le tiendra ou peut-être qu'on l'explosera en plein vol, c'est pas très grave. Et pour que ce soit riche, je vous donnerai ces grands thèmes après, on a donc invité différents intervenants, intervenantes. Je vais me rasseoir parce que ça me fait bizarre d'être debout et vous assis quand je vous parle. Tout d'abord, le docteur Caroline Aignon, responsable du comité d'éthique et de l'équipe mobile de soins palliatifs au centre hospitalier de La Roche-sur-Yon. Bonsoir. C'était important que vous soyez avec nous. Et puis, donc, nous avons avec nous ce soir 3 philosophes, bientôt 3. Frédéric Worms nous rejoindra. Il est par ailleurs directeur de l'ENS, l'École normale supérieure. Mais il y a avec nous Michel Malherbe, tout au bout de la table. Bonsoir et merci beaucoup à vous d'être là. Professeur, alors si je voulais vous présenter, si je dis des bêtises, vous me le dites, hein, parce que je peux dire des bêtises. Professeur émérite à l'Université de Nantes. Spécialiste de la philosophie de langue anglaise, vous avez entre autres traduit Bacon, je crois, c'est ça. Mais c'est pas pour ça que vous êtes là. Vous avez aussi écrit un livre publié en 2015, paru chez Vrin, Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance. Donc nous en parlerons. Et vous développerez votre pensée et vos réflexions. Et puis à vos côtés, Jacques Ricot. Bonsoir, monsieur Ricot. Vous avez enseigné toute votre carrière à Nantes, vous êtes philosophe, je l'ai dit, en lycée et à l'université. Mais aussi, j'ai vu au grand séminaire interdiocésain de Nantes, si je ne me trompe pas. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages, plusieurs, hein, sur la fin de vie et l'euthanasie, dont un, je donne celui-ci, Penser la fin de vie, l'éthique au cœur d'un choix de société, qui était paru en 2019, récemment, aux presses de l'EHESP. Voilà. Et puis Frédéric Worms va nous rejoindre, je l'ai dit, directeur de l'École normale supérieure, l'ENS, et il est ancien membre également du comité consultatif national d'éthique. Et il a participé donc aux anciens avis. C'est de ça dont Aurélien va nous parler quand il arrivera. Alors, pour autant, je vais vous dire
Dans quelques instants, je vais demander au docteur Aignon de nous donner quelques définitions, parce que je trouve que quand on parle d'euthanasie, quand on parle de suicide assisté, quand on parle d'aide active à la mort, c'est compliqué de savoir concrètement, techniquement, de quoi on parle, au-delà des réflexions que nous aurons tout au long de la soirée. Donc ça, dans quelques instants, le docteur Aignon nous donnera quelques réponses pratiques, précises sur ces définitions. Ensuite, nous poserons la grande question de... Et voilà, c'est chouette, Aurélien et Frédéric arrivent. J'allais dire sous vos applaudissements, mais peut-être pas quand même. Encore que ça nous chaufferait. Bienvenue. Je déroulais un peu les grandes parties que nous allions aborder ce soir. Bonsoir. Salut-vous. Aurélien, tu te mets à côté de moi. Voilà. Le temps qu'il s'installe. En deuxième, nous nous poserons la question du pourquoi maintenant. Ils se connaissent tous, alors c'est les retrouvailles, hein, voilà. Pourquoi maintenant, finalement? Pourquoi un débat maintenant? Et si on allait vers une loi, quel impact ça aurait pour la société, notre société, mais aussi pour notre système de santé, notre système hospitalier? Nous évoquerons ensuite la fin de vie du côté des patients, avec en toile de fond cette question, notre mort nous appartient-elle? Oui, non, et si oui... comment on le contrôle, etc. etc. Ben là, c'est un vaste, on ne va pas faire le débat tout de suite. Et puis, autre grande partie, la fin de vie, ces questions autour de la fin de vie du côté des soignants. Est-ce que l'assistance au suicide ou l'euthanasie, l'aide active à mourir, sont compatibles avec la notion même de soins? Voilà un peu, on va essayer de s'y dire, et puis nous conclurons avec le professeur Beru, Miguel Jean l'a dit tout à l'heure, et puis en conclusion, on se posera aussi cette question, peut-on et doit-on tout attendre de la loi? Voilà. Vous avez 2 heures, comme on dit, c'est pas simple. Et Aurélien, si tu as repris ton souffle, si tu te sens d'attaque, je disais que tu allais juste, il y a une bouteille d'eau pour toi, vous avez chacun une bouteille d'eau, nous recontextualiser cette soirée dans un cadre plus national. Voilà, on a fait à l'envers. Ça marche. Bonsoir à tous. Alors oui, quelques petits mots pour rappeler le contexte de cette conférence débat, parce qu'effectivement, l'ensemble des espaces éthiques régionaux en France, et puis donc l'espace de réflexion éthique des Pays de la Loire, entre autres, sont mandatés par le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, afin d'organiser des débats, des conférences, des espaces d'échange sur les enjeux éthiques autour de la fin de vie, et en particulier les enjeux éthiques d'une aide médicale à mourir. Ces événements sont organisés à la suite de l'avis 139 du CCNE, que le CCNE a publié début septembre et qui affirme, je cite, qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes. Donc nous aurons l'occasion d'en reparler. L'une des conditions présentées dans l'avis du CCNE est la nécessité de développer de façon beaucoup plus importante les soins palliatifs, jugés encore beaucoup trop insuffisants actuellement en France. Alors le cadre législatif en France, mais ça on en reparlera, c'est juste pour poser les choses, ne permet actuellement pas cette aide active à mourir qui désigne précisément tout acte ayant pour finalité de provoquer la mort d'une personne à sa demande lorsqu'elle est atteinte d'une maladie grave, incurable, en phase avancée ou terminable. Donc le terme d'aide active à mourir peut renvoyer à la fois à l'euthanasie et au suicide assisté, on en reparlera. Plusieurs législations en France sur la fin de vie ont eu lieu. En 2005, avec la loi Leonetti qui prévoyait le déploiement des directives anticipées de la personne de confiance, et puis le recours possible à des antalgiques à forte dose dont l'objectif était de soulager la douleur, mais dont l'effet pouvait être de provoquer la mort. Et puis en 2016, la loi Claeys-Leonetti qui renforce les différents dispositifs mis en œuvre des directives anticipées des personnes de confiance, et puis qui aborde la question de la sédation profonde et continue, et je pense que le docteur Caroline Aignon pourra le préciser. Donc pour information, l'euthanasie et le suicide assisté sont dépénalisés dans 7 pays, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, Espagne, et le suicide assisté est dépénalisé, mais l'euthanasie reste interdite dans 3 pays, Suisse, États-Unis et Autriche. Donc ces différents débats, conférences qui sont organisés par les espaces régionaux feront l'objet d'une synthèse qui sera diffusée publiquement. Un débat a déjà eu lieu à Cholet, plusieurs autres vont avoir lieu, notamment pour réserver aux étudiants à Angers le 24 janvier, le 2 mars à la faculté de droit du Mans, et puis le 20 mars à l'IFPS de La Roche-sur-Yon. Et puis précision, en parallèle de ces conférences débats, d'autres dispositifs sont également mis en œuvre, en particulier le lancement d'une convention citoyenne sur la fin de vie, dont le pilotage a été confié au Conseil économique et social et environnemental. Donc l'ensemble de ces différents temps d'échange et de concertation
s'inscrivent dans la perspective d'une évolution juridique sur la fin de vie à l'horizon 2023. Donc voilà, de façon très condensée, le contexte particulier dans lequel s'inscrit ce débat de ce soir. Et puis ce qui nous semblait le plus important pour la soirée de ce soir, c'était au-delà des convictions personnelles, des valeurs morales ressenties par les uns et les autres, c'était de surtout repérer ensemble les différents enjeux éthiques autour de ces questions, et puis de permettre de sortir des conceptions parfois binaires clivantes et d'apporter des ressources, des pistes de réflexion pour appréhender la complexité de ces situations. Merci beaucoup Aurélien. On va essayer, sur la conclusion, on va essayer de faire tout ça et de vous apporter ça ce soir. Caroline Aignan, je le disais, on va prendre ce petit temps en introduction pour donner quelques définitions ou nous expliquer concrètement de quoi on parle. Par exemple, d'abord il existe quelques, on va dire des dispositifs, des éléments qui encadrent un peu la fin de vie. Je pense aux directives anticipées, personnes de confiance, soins palliatifs. On est d'accord que ce sont des outils aujourd'hui qui définis, pratiques, techniques, qui existent dans notre système de prise en charge. En effet, notre pratique de soins palliatifs est encadrée par les différents dispositifs législatifs que vous avez rappelés. On les utilise en effet au quotidien. Juste pour préciser, moi je pratique et sur l'équipe mobile de soins palliatifs, donc qui intervient sur l'ensemble de l'hôpital et puis à domicile et dans les établissements sociaux et médico-sociaux. Et puis on a aussi un service de soins palliatifs avec des lits dédiés de soins palliatifs. Et c'est vrai que c'est des sujets, en effet, personnes de confiance, on en a besoin pour nous aider à définir les projets de soins. Donc en disant qu'on intervenait et dans les hôpitaux et dans les établissements sociaux et médico-sociaux et à domicile dans le cadre de l'équipe mobile, et on a un service propre avec des lits d'hospitalisation, donc une unité de soins palliatifs avec des patients en soins palliatifs particulièrement complexes et qui ont besoin d'un temps de soins important. Et donc, en effet, sur les dispositifs législatifs, on utilise en effet au quotidien la personne de confiance pour nous aider justement, pour aider le patient et pour nous aider aussi à connaître un petit peu les souhaits des patients quand on a du mal à savoir ce qu'ils souhaitent, quand ils sont non communicants ou trop fatigués. Donc la personne de confiance, c'est une personne qui est nommée par le patient, qui doit l'aider pour ses décisions, pour réfléchir à ses choix médicaux et qui peut transmettre les souhaits des patients, donc à l'équipe médicale. En aucun cas, c'est eux qui prennent la décision des soins à apporter aux patients. Ça reste toujours l'équipe médicale et l'équipe soignante. Elle peut être désignée tardivement quand la personne est déjà en prise en charge en soins palliatifs ? Ou alors elle est liée, par exemple, aux directives anticipées qui ont pu être établies auparavant? Elle est nommée par le patient à partir du moment où il rentre dans un parcours médical. Donc ça peut être très très précoce. En fait, c'est dès l'entrée dans le parcours médical pour n'importe quelle hospitalisation. C'est pas que dans le cadre de la fin de vie. D'accord. Ouais. Et concernant les directives anticipées, elles sont systématiquement proposées, présentées, expliquées. Le dispositif est expliqué aux patients? Peut-être pour repréciser ce que c'est que les directives anticipées. Donc, en fait, c'est un document qu'on propose aux patients de remplir pour qu'ils puissent nous exprimer par écrit, donc exprimer au médecin par écrit les souhaits concernant sa fin de vie. Donc, c'est très large. C'est aussi bien autour de certains traitements, de l'arrêt de certains traitements, de la poursuite de certains traitements, ou au contraire, le refus de certains traitements ou de certaines investigations d'exploration sur leur état de santé. Donc on a l'obligation de savoir s'ils ont rédigé les directives anticipées. Après, c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois compliqué. C'est pas toujours simple de rédiger de manière anticipée ses souhaits. C'est vrai qu'on a du mal à recueillir facilement les directives anticipées de nos patients. Mais par contre, nous, on s'attache vraiment plus à essayer de rechercher les souhaits. Et donc, on appelle ça, nous, des discussions anticipées qui permettent vraiment de mettre, entre guillemets, à jour à chaque fois les souhaits des patients. Et nous, on le fait, ça, pour le coup, au quotidien. Pardon, je vous bombarde de petites questions brèves, mais c'était le jeu de cette introduction, un peu de définition. Soins palliatifs, je me dis, ça aussi, c'est encadré. À quel moment, comment on sait qu'on rentre en soins palliatifs? Est-ce qu'il y a un cadre législatif, technique? Alors, ce n'est pas un cadre législatif, c'est une définition médicale. On est en soins palliatifs à partir du moment où on ne va pas guérir d'une maladie et qui peut entraîner le décès à plus ou moins long terme. On peut vivre une vie entière en soins palliatifs, mais on peut aussi vivre juste quelques jours en soins palliatifs.
Ok, alors on débattra de ça parce que je vois Frédéric Worms qui... c'est le vie entière qui a dû chiffonner nos oreilles. Alors on y reviendra, ça sera l'objet du débat, mais vous avez donné une définition. Voilà. Autre question, et je suis bientôt arrivée au bout. Techniquement, concrètement, c'est quoi le suicide assisté ? Alors, le suicide assisté, c'est un soignant qui va aider un patient à organiser la mise en place de son suicide. Donc, ça peut être un médecin par la prescription d'une ordonnance ou la réalisation ou l'organisation d'une injection. Et ça peut aussi être des soignants ou des pharmaciens qui vont par exemple délivrer, donc comme en Oregon, la Kill Pills, donc qui est un médicament à visée létale, donc qui est délivré par une pharmacie. Ok. On rappelle qu'en France aujourd'hui, le suicide assisté, c'est au cœur des débats et d'une éventuelle future loi, mais n'est pas autorisé. On a des exemples dans des pays où c'est autorisé, de la manière dont les choses se passent. Oui, donc ce que je disais en Oregon, donc c'est un médicament qui est délivré par une pharmacie et le patient entre guillemets rentre avec, le met dans sa poche ou dans sa pharmacie ou le prend. En Suisse, c'est l'aide d'une association, donc il y a plusieurs associations en Suisse qui vont organiser la mise en place du suicide qui doit être réalisé par le patient. L'euthanasie, c'est quoi l'euthanasie ? L'euthanasie, c'est un soignant qui provoque le décès du patient, donc à la demande du patient, quand il considère qu'il est dans une situation de souffrance réfractaire. Et par injection ou autre, on injecte un produit dont on sait que... Généralement, oui, c'est par injection. Ouais. Ok. Dernière, sédation profonde et continue, c'est ça la dénomination, me semble-t-il ? Alors, oui, alors il y a plein de pratiques sédatives. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès est une des sédations qui existent et qui a été légalisée par la loi de 2016. Mais en fait, il y a plein de pratiques sédatives. Quand on est opéré, on est en sédation. Quand on est endormi juste pour un acte de pansement ou une toilette très compliquée, on peut aussi être endormi, donc être sédaté. Quand on organise la mise en place de traitements pour endormir un patient qui fait une hémorragie aiguë ou une détresse respiratoire aiguë, on est sédaté aussi. La sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, c'est juste un type de sédation. Et l'objectif de cette sédation, c'est vraiment de faire en sorte que le patient n'ait pas de souffrance réfractaire. C'est pour le soulager. L'objectif n'est pas de le tuer. Donc, c'est indispensable de faire la distinction. Très précise et technique, c'est important parce que tout ça, ce sont des termes évidemment sur lesquels on va revenir tout au long de la soirée. Je vais demander maintenant à Aurélien d'introduire la toute première partie sur le pourquoi maintenant. Oui, super. Alors oui, c'est la première question, le premier sujet qu'on voulait finalement vous soumettre. Pourquoi maintenant ? Alors la question peut finalement paraître, alors en tout cas plus historique que philosophique, mais on a l'impression qu'il y a aussi des dimensions philosophiques dans cette question du pourquoi maintenant. Qu'est-ce que ça dit de notre époque ? Est-ce que ça intègre, ou en tout cas ça donne quelque chose à penser de l'apparition de nouveaux besoins, de nouvelles aspirations, de nouvelles valeurs ? Est-ce que il y a une nouvelle façon aussi de considérer sa mort, la mort de l'autre. Qu'est-ce qui justifie, juridiquement, philosophiquement, dans la période actuelle, ces propositions, cette évolution de changement de la loi sur ces questions ? Donc de quoi finalement cette évolution, ces deux projets de loi sont le nom ? Est-ce que ça dit quelque chose de l'expression d'une vision très libérale, centrée sur les choix de l'individu, avec une volonté de maîtriser tout ce qui touche à sa santé, son corps, sa temporalité, puis les conditions de sa propre mort ? Est-ce que finalement, c'est une évolution qui participe aussi à un processus de médicalisation, d'hygiénisation de la mort, de technicisation de la mort. Est-ce que ça dit quelque chose d'une volonté aussi de raccourcir le temps du mourir ? Le CCNE, dans son avis, parlait de cet aspect-là aussi, et de la pression sociale qu'il peut y avoir sur cette volonté de raccourcir ce temps du mourir. Est-ce que c'est aussi une période où on dévalorise et où on appréhende de plus en plus la question de la dépendance, du vieillissement ? Donc voilà, c'est des questions qui nous semblent importantes. Pourquoi maintenant ? Et qu'est-ce que ça dit des valeurs, des aspirations, des besoins ? Et puis, ce projet de loi intervient dans un contexte quand même très particulier, celui d'une sortie de la crise Covid, qui n'a pas laissé indemne le système de soins, les personnes, les soignants. Il y a de la fatigue, un épuisement de la part des professionnels, il y a des difficultés structurelles à recruter de nouveaux professionnels. Donc c'est dans un contexte particulier que cette évolution survient.
Donc ce questionnement renvoie aux liens, mais peut-être aussi aux différences et aux risques de confusion entre deux enjeux particuliers. Celui qui concerne la qualité des soins, de la qualité de l'organisation des soins en fin de vie des personnes, et la question de la liberté autour de la fin de vie. Alors, par exemple, Véronique Fournier, qui est présidente du Centre national de soins palliatifs et de la fin de vie, qui s'est toujours plutôt prononcée en faveur d'une aide médicale à mourir, insiste dans un ouvrage qui s'appelle « La mort est-elle un droit ?», sur le fait que le libre mourir n'est pas forcément une condition sine qua non du bien mourir, et que si on confond peut-être ces deux enjeux, ces deux pistes, il y a peut-être des risques de confusion. Donc le CCNE indique la nécessité d'un renforcement des soins palliatifs comme une condition indispensable pour la mise en œuvre d'une assistance médicale à mourir. Mais est-ce que ce développement est illusoire ou est-ce qu'il représente une vraie possibilité ? Pour reprendre une thématique qui est chère à Frédéric Worm, qui est la thématique aussi des confiances dans les institutions, est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces changements législatifs aujourd'hui soient aussi suspectés d'être un moyen de compenser des carences institutionnelles en soins palliatifs ? Voilà, c'est autour de ces questions qui nous semblaient absolument essentielles de commencer, et ensuite on arrivera sur les problématiques autour de la liberté individuelle et de la problématique de l'impact sur le soin et sur les soignants. Alors, face à cette introduction d'Aurélien, je reprends la première question posée dans la première partie de votre développement, Aurélien, qui était de dire, est-ce que finalement, ce débat-là, maintenant, à quel type d'aspiration de notre société, c'était comme ça que c'était formulé, le fait de poser ce débat-là, à quoi ça répond selon vous, cette temporalité ? Pourquoi aujourd'hui ? Qui a envie de répondre ? Je pose une question très ouverte et je vous regarde. Jacques Ricot, si vous voulez vous saisir de la parole, prenez le micro qui est devant vous. On me propose d'ouvrir, non pas les hostilités, mais tout de même un peu le feu. Et puisque j'ai la parole, je voudrais quand même prendre le temps en quelques toutes petites secondes, de remercier très chaleureusement Frédéric Worms, avec lequel je vais poursuivre ce soir un dialogue enclenché depuis tant et tant d'années, et en particulier, entre autres, à Nantes, en 2008, lors du Congrès national des soins palliatifs, où j'étais membre du comité scientifique et où je l'avais fait inviter, et où il avait fait une très belle intervention. Pardon, vous n'avez pas besoin de vous approcher. Publié aujourd'hui dans son très beau livre « Le moment du soin ». Et puis la deuxième rencontre, celle-ci était très émouvante pour moi. Il avait accepté très généreusement, lui, le grand professeur de Normal Sup, aujourd'hui directeur de Normal Sup à la rue d'Ulm, c'est pas rien. Il avait accepté d'être membre du jury de ma propre thèse sur les questions dont nous parlons ce soir. Et ce dialogue, je suis heureux de le poursuivre, en particulier avec lui. Je ne dis rien de mon ami Michel Mahler, parce que là, on a des destins croisés depuis un bon moment sur ces questions. Bien, donc excusez-moi d'avoir pris le temps de dire tout cela, mais je voulais le dire parce que justement, ce soir, je vais manifester un certain nombre de désaccords avec mon ami Frédéric Worms. Alors, pour répondre à votre question plus directement, je dirais ce qu'un philosophe allemand de renom avait dit dans un colloque auquel je participais à l'étranger. Pourquoi cette question surgit aujourd'hui ? Et lui, qui était né dans les années 20, il est décédé aujourd'hui, avait tout simplement répondu « Mais c'est évident, il y a une question démographique en Europe et dans les pays occidentaux, et donc ce n'est pas un hasard si la question surgit aujourd'hui. Personne, évidemment, ne le dira, mais moi je le dis, disait-il. Ça m'avait fait réfléchir. Pourquoi maintenant ? Question démographique. Pourquoi maintenant ? Parce que depuis quand même quelques dizaines d'années, nous en avons fini avec un certain paternalisme médical et nous revendiquons légitimement, dans tous les secteurs de la société d'ailleurs, et pas simplement pour ce qui concerne la médecine, nous revendiquons d'être davantage respectés, entendus, et aujourd'hui, nous sommes arrivés, je crois, à un point d'équilibre de ce que j'appelle une alliance thérapeutique pour les questions qui nous occupent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le patient et de l'autre le soignant, il y a ensemble, luttant contre un mal commun, eh bien, un duo qui est souvent une équipe, parce que les soignants ne sont jamais seuls dans ce genre de circonstances, et les patients eux-mêmes ne sont jamais seuls,
encore que, la solitude est aujourd'hui une des grandes causes de la demande de suicide assisté dans l'État de l'Oregon. On vient d'en parler tout à l'heure. 1997, première loi au monde votée sur le suicide assisté. Je ne parle pas de la Suisse parce que c'est un cas très très à part. Je peux en parler très longuement. J'y vais très souvent et j'étais encore hier soir en relation avec des soignants de la Suisse. Mais en tout cas, ce que l'on observe dans le monde contemporain, c'est cette montée en puissance de la revendication des droits individuels qui s'exprime dans tous les secteurs, et il n'y a pas à être surpris de voir le secteur de la fin de vie concerné par cette affaire. Donc c'est cela, je crois, qui explique en partie le contexte dans lequel nous sommes. Et je ne vais pas accaparer la parole parce que j'ai déjà peut-être dit beaucoup de choses en peu de mots, mais je me réserve évidemment pour la suite du débat. Conjoncturellement, on ne peut pas dire que le moment soit bien choisi. On a failli avoir une loi le 8 avril 2021 à la hussarde et à la sauvette sans aucune préparation publique dans le débat. Et il faut féliciter l'ARS aujourd'hui d'organiser ce débat. Heureusement, on a échappé à cette loi qui était plus grave que celle votée en Belgique. Et vous comprenez déjà la manière dont je m'exprime, quelle est ma position. Et moi qui ai préfacé un livre des Belges qui justement refuse l'euthanasie. Ce livre s'intitule, j'en fais la publicité, Euthanasie, l'envers du décor. Eh bien, heureusement que le débat qui s'annonce sera quand même un peu plus serein et un peu plus démocratique qu'il n'a été. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, par courtoisie pour le temps de parole de mes autres partenaire de ce débat. Merci Jacques Ricot. Frédéric Worms, j'ai forcément envie de vous donner la parole après que Jacques Ricot ait commencé à parler, et puis il a raconté ce qui vous lie, et vos débats et vos désaccords. Alors vous en dites quoi? Est-ce que le moment est bien choisi? Et qu'est-ce que ça vous raconte, le fait que ça surgisse là? Merci beaucoup de votre invitation d'abord. Je suis effectivement très heureux d'être là avec tout le monde à cette table, et évidemment de la discussion qui va pour certaines se continuer, pour d'autres commencer. Je suis très heureux aussi évidemment qu'il y ait une médecin, c'est très important pour notre discussion, et effectivement j'ai la chance d'avoir des discussions approfondies depuis longtemps avec Jacques Ricot, mais aussi avec Michel Malherbe, que je tiens l'un et l'autre pour deux des très grands philosophes un peu trop méconnus de ces questions. Mais Michel n'est pas d'accord, mais c'est un signe de plus qu'il est un grand philosophe, parce que s'il avait dit oui, évidemment, je suis un grand philosophe, c'est qu'il ne le serait pas. N'en rajoute pas. Non, mais vous avez tous lu leur livre. Pour moi, la raison du débat, elle est claire. Après, la question de la loi doit être distinguée de celle du débat. Mais la raison du débat, elle est dans les situations tragiques de fin de vie. Elle est forcément dans ces situations de fin de vie qui placent certaines et certains, les patients, les médecins et les patientes, devant non pas directement des choix, mais devant déjà des contradictions. Et c'est des contradictions qui vont impliquer des choix. Et c'est vrai que ces choix, ils se formulent aussi en des termes qui impliquent des principes. Mais d'abord, il y a des situations tragiques. Des situations tragiques dont la loi tient déjà compte. Effectivement, puisque quelles sont les contradictions? Les contradictions, c'est d'abord des contradictions internes aux soins, à la volonté de soigner, qui est le principe même de l'éthique médicale et peut-être de l'éthique tout court. Moi, je maintiens, et je maintiendrai jusqu'au bout, et je sais que Jacques va me dire que moi-même, je me contredis peut-être, mais je ne le pense pas. Je pense que l'opposition à la mort est le premier principe de toute l'éthique, et évidemment d'abord de l'éthique médicale. Et les contradictions de cette opposition à la mort, on les rencontre de toute façon. Elles sont déjà dans la loi, puisque à un certain moment, la loi prévoit déjà, et c'est inévitable, l'arrêt des traitements quand la mort est inéluctable, et quand les traitements qui eux-mêmes sont encore présents pour éviter les souffrances engendrent plus de souffrances qu'ils n'en enlèvent. Et donc, il y a déjà des dispositions qui peuvent en effet entraîner la mort indirectement et jamais directement, mais qui sont
à mon avis, des contradictions au sein de l'éthique médicale elle-même, des tensions inévitables, pas de l'éthique médicale, mais au sein de... qui plonge devant des décisions déjà tragiques. Après quoi, il y a et c'est par là qu'il faut commencer quand même. Après quoi, il y a d'autres types, il y a une autre contradiction, et c'est vrai qu'elle est très profonde aussi, mais je pense qu'elle doit être située dans ces cas tragiques. C'est des contradictions entre le fait d'éviter la mort à tout prix et jusqu'au bout, et non seulement le fait de devoir parfois, en tout cas, non seulement l'accepter, mais parfois, au nom de la souffrance, l'entraîner, déjà indirectement, ce qui est prévu dans la loi, mais en effet de se poser la question aussi de ces contradictions, si elles amènent à des choix, qui doit en décider? La question, c'est pas seulement qu'est-ce qu'on doit décider dans des situations qui imposent des décisions tragiques, mais qui doit en décider? Et c'est vrai que cette question « qui ?», elle est toujours en débat. Et ça ne doit jamais être une réponse simple et évidente, puisque moi, ce que je défends, c'est évidemment que ces situations tragiques se situent dans un cadre relationnel, multiple, où il y a la relation d'un sujet et des médecins, d'abord, et puis même de sujet et de ses proches, et la personne de confiance va en faire partie. Malgré tout, à un moment donné, il faut répondre à la question « qui ?», comme disaient les philosophes autrefois, en dernière instance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conflits. Et si on doit répondre à la question « quoi ?», c'est parce qu'il y a des situations tragiques, et si on doit répondre à la question « qui ?», c'est parce qu'il y a des conflits juridiques. Et malheureusement, certains cas qui sont tragiques deviennent des affaires juridiques parce qu'il y a des conflits. Et sur la question « qui décide ?». Et c'est ici qu'on retrouve effectivement la question de la liberté, la question de savoir pourquoi c'est le seul cas, dans certains cas où pour certaines décisions en fin de vie, et par exemple, même sans parler du suicide assisté et de l'euthanasie, même pour l'arrêt des traitements quand la personne n'est pas en état d'exprimer sa volonté, c'est le médecin qui décide. Donc il y a la question qui peut décider et jusqu'à quel enjeu de décision. Et cette question qui, elle est très importante parce qu'il y a des conflits. Donc à la fin, il faut bien que quelqu'un assume la responsabilité dans le cadre de la loi. Les conflits supposent la loi qui elle-même tranche et fournissent un cadre pour éviter les conflits. Donc il ne faut pas oublier qu'on est dans des situations toujours tragiques médicalement, mais dont il faut éviter qu'au tragique médical s'ajoute le conflit moral, humain, avec aussi ces violences possibles, individuelles et collectives. Et donc, il y a cette question, qui peut décider et jusqu'où ? Et je pense qu'il faut les situer d'abord dans ces choix. Et effectivement, donc je pense, voilà pourquoi il faut en parler, et voilà pourquoi, quelle que soit la loi, il y aura toujours des débats. Et c'est bien comme ça, parce qu'une société démocratique affronte ces contradictions, affronte la question de savoir qui doit décider et jusqu'où la liberté individuelle peut aller sans contredire celle des autres et les grands principes éthiques, etc. Et donc la question du débat, pour moi, elle est absolument légitime. Il ne faut pas que ce débat s'arrête. Après, la question, c'est est-ce que le débat doit conduire à une évolution de la loi ? Et là, on peut être en désaccord, mais le but de la loi, c'est d'encadrer les débats pour qu'il y ait le moins de conflits et le moins de tragiques possible. Et de ce point de vue, il est évident de toute façon que la loi ne satisfera jamais tout le monde, qu'aujourd'hui il y a des lois qui ont des limites, et on sait que ces limites rencontrent des exceptions qui sont jugées devant la loi. Si la loi permettait des autorisations, ce serait avec des conditions extrêmement strictes, et il y aurait des gens qui seraient mécontents de ces conditions. Bref, la loi est un cadre nécessaire. Je vais m'arrêter là, mais je voudrais juste dire, il ne faut pas... Je pars exprès du tragique parce que, en fait, si on part du conflit des principes, les uns pour la liberté, les autres pour le soin, je pense qu'on ne comprend rien. Le débat n'a de sens qu'entre ceux qui respectent à la fois le soin contre la mort et les sujets individuels dans une société démocratique et relationnelle. Et la contradiction, elle est donc inévitable. Et voilà, c'est d'ailleurs pas le seul sujet sur lequel il y a une contradiction concernant la mort. Il y a un autre exemple majeur, mais je le garde pour la suite de la discussion, parce que l'un des sujets, c'est effectivement à quelles conditions peut-on accepter une exception au refus
de la mort, à la lutte contre la mort, à la fois comme menace objective, donc par la médecine, et comme acte entre les humains, donc le refus du meurtre, le refus de tout acte qui entraîne la mort. À quelles conditions peut-il y avoir des exceptions à ce refus? À mon avis, il y a deux situations, pas une seule, où il peut en effet y avoir des exceptions en gardant le principe. Mais j'en ai déjà trop dit. Nous y reviendrons parce qu'effectivement, la notion d'exception va être très présente. Mais on poursuit ce premier tour de table, j'ai envie de dire, avec vous, Michel Malherbe, sur ce moment, finalement. À écouter les premières interventions, je me dis, mais est-ce que notre société, est-ce que notre monde, là, tout de suite, à l'instant T, est en bon état pour mener sereinement ce débat? Je dois dire que je suis incapable de répondre à des questions semblables. Je vais vous parler d'Aristote. Dans un traité qui est le traité de l'âme, Aristote s'intéresse aux différentes fonctions qui sont celles de l'être humain. Et il distingue entre les fonctions de l'individu vivant. En tant que vivant, nous sommes des individus uniques, chacun unique, mais en même temps membres de notre espèce. Nous appartenons à l'espèce humaine. Quelles sont ces fonctions? La nutrition, la reproduction, le besoin, etc. Mais il y a aussi des fonctions qui ne sont pas attachées à l'individu vivant, qui sont des fonctions supérieures. Disons la conscience, la raison, la volonté, c'est-à-dire ce qui fait de nous des personnes. De sorte que, en nous, il y a le fond individuel, mais en même temps, nous sommes des personnes, et en tant que personnes, nous prétendons, ou nous essayons de maîtriser notre vie individuelle. Alors, je pense que, à partir de là, de cette distinction assez banale, on peut comprendre l'écart qu'il y a entre les positions. C'est-à-dire, l'un dit raisonnons au niveau de l'individu. Bon, notre naissance, c'est pas nous qui l'avons voulu. Hein. Notre mort, tout individu vivant est naturellement porté à mourir. Et l'on dira, mais la mort, c'est un phénomène naturel, attaché au vivant. Et il n'y a pas lieu d'intervenir sur ce point. L'autre partie va dire, oui, mais nous sommes des personnes, et donc nous pouvons maîtriser notre vie, faire de notre vie une existence accomplie, et savoir comment nous terminons notre vie est un point décisif. C'est le moment où nous devons plus que comment être maître. Voilà, je pense que cette distinction... Alors, je vais pas tenir la parole, mais bon, je ne suis pas compétent pour décider du débat qui s'annonce entre mes deux amis. Mon épouse a eu la maladie d'Alzheimer, elle en est décédée, elle a passé 7 ans en établissement, un excellent établissement, et j'ai fréquenté très régulièrement l'établissement, presque tous les jours. Et je dirais établissement pour personnes désorientées. Donc, des personnes qui sont au-delà ou en deçà de tout pouvoir de décision libre, entre guillemets. Et je peux dire, leur personne était attaquée, leur personnalité était touchée, perte des fonctions cognitives, etc. Mais je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire, j'en ai pas pour longtemps, mais vous aimez bien les histoires. C'est l'histoire d'une dame qui déambulait sans cesse. Et alors, elle avait une façon de déambuler qui était extraordinaire, et déambulait de travers, de sorte qu'elle se cognait constamment contre les murs.
Et puis elle repartait, elle rebondissait. Bien. Et puis, parcours ordinaire, peu à peu, après la déambulation, c'est le fauteuil. Après le fauteuil, c'est le partage entre le fauteuil et le lit. Et puis, à la fin, ça se termine par lui. Donc, nous avons affaire à des gens qui sont rendus au point ultime. C'est l'heure du goûter. Les gens qui sont touchés par cette maladie se dénutrissent. Il faut les nourrir. La dame est en position semi-couchée sur son fauteuil. Elle a des spasmes et elle a les yeux fermés. Une jeune aide-soignante s'approche d'elle et lui dit « Madame, c'est l'heure du goûter. » Bouge pas. Alors, la jeune aide-soignante essaye de l'éveiller. Alors, elle lui caresse les cheveux, elle lui parle gentiment, avec la cuillère, elle lui touche les lèvres, etc. Ça dure un quart d'heure. Et au bout d'un quart d'heure, les yeux s'ouvrent et le sourire apparaît. La vieille dame ouvre la bouche. Bien. C'est l'individu ou la personne qui apparaît à ce moment-là? J'aurais tendance à dire que c'est la personne qui apparaît à ce moment-là. L'individu, il était prostré. Mais il y a ce moment exceptionnel où l'individu, où la personne apparaît, ça ne dure pas longtemps, ça ne dure pas longtemps, où la personne apparaît. Donc, mon expérience est une expérience qui concerne donc des gens qui sont au-delà de la capacité de décider de leur mort, est une expérience plutôt mêlée, une expérience qui me conduit à être fort prudent sur le sujet. Disant cela, j'entends que on ne sait pas encore complètement si c'était le bon moment pour avoir ce débat, mais qu'en tout cas, il faut avoir le débat. Il est absolument nécessaire d'avoir le débat. Mais quelle réponse apportera-t-il? Et la loi encore plus, c'est pas bien défini et c'est très complexe. Caroline Aignon, un mot, et après je vous redonne la parole, Jacques Ricot, parce que je vois que vous approchez le micro. Sur cette question, pour vous, docteur Aignon, du moment, on a beaucoup entendu dire que ce n'était pas le bon moment, là, aujourd'hui, de mener ce débat, d'une part, et d'envisager une législation, parce que, justement, l'état de notre société, et en particulier du monde médical, hospitalier, de notre système de santé, cet état est pas bon. La santé n'est pas en bonne santé, l'hôpital n'est pas en bonne santé, et notre société est aussi très tendue parce qu'on est dans un monde complexe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que médecin ? Moi, ce que j'aurais envie de rappeler aussi, c'est qu'il y a eu une multiplicité d'affaires médiatiques et de personnalités publiques qui ont pris position aussi sur ce sujet. Et je pense que ça a participé aussi au fait que ça ait relancé et que ça continue de lancer et de créer la discussion autour de ce sujet. Après, en effet, personnellement, je pense que c'est pas le bon moment parce que le système de santé est exsangue. Je pense que le système de santé est vraiment exsangue et c'est sûr que ça va majorer les tensions qu'il y a déjà au niveau du système de santé. Donc ça pourrait craquer encore plus. Allez-y, oui, Frédéric Worms. Prenez le micro, ou Jacques Ricot. L'élégance de Frédéric consiste à d'abord entendre ce que je vais dire pour pouvoir mieux ensuite, évidemment... C'est une stratégie. Je plaisante, Frédéric, mais bien sûr. Alors, oui, conjoncturellement, c'est évident que le moment n'est pas très bon, non pas pour le débat. Ça, le débat, je suis complètement d'accord, il faut qu'il soit permanent. Et jusqu'à la fin de l'humanité, il y aura un débat sur la mort, sur le tragique de l'existence humaine. La question n'est pas celle de savoir s'il faut continuer le débat, la question est de savoir s'il faut changer radicalement le dispositif éthique et juridique qui nous régit actuellement. C'est ça la vraie question. Je suis personnellement très attaché à la loi Leonetti du 22 avril 2005, d'abord parce que j'ai eu l'honneur d'être auditionné par la mission parlementaire et
d'avoir noué à cette occasion de solides relations, de solides amitiés sur tous les bancs de l'Assemblée. Aujourd'hui, je me retrouve complètement dans les déclarations de tels députés communistes ou de tels députés du MoDem ou de tels députés des Républicains, même s'ils sont aujourd'hui très minoritaires. Tout ça pour dire que le débat que l'ARS a souhaité être philosophique ce soir est un débat qui doit concerner la totalité des citoyens. Alors pourquoi est-ce que le moment de légiférer est mal choisi? Le moment du débat, je le maintiens, il sera permanent. Il faut qu'il se continue. Il est mal choisi parce que, à l'évidence, quand le Comité consultatif national d'éthique, auquel Frédéric a participé très efficacement, et je dirais même avec beaucoup de fécondité, dans la plupart des avis rendus, eh bien, le Comité consultatif d'éthique dit, dès le début de son avis 139, publié donc le 13 septembre dernier, je vais le lire, ce passage, j'espère le trouver tout de suite. Il ne serait pas éthique d'envisager une évolution de la législation si les mesures de santé publique recommandées dans le domaine des soins palliatifs ne sont pas prises en compte. Nous sommes aujourd'hui dans une France qui ne possède pas d'unité de soins palliatifs dans plus de 20 départements. Nous sommes aujourd'hui dans une France qui, contrairement aux exigences de la loi du 9 juin 1999, disant que chacun avait droit aux soins palliatifs, nous sommes dans une France où plus de la moitié des personnes qui relèvent des soins palliatifs n'y ont pas accès. Et donc ce changement législatif qui intervient à ce moment précis de notre histoire, eh bien, ça ne serait pas, à mes yeux, très, très glorieux de dire, eh bien, puisque vous ne pouvez pas être soigné convenablement, eh bien, nous avons des solutions plus rapides, plus expéditives et, j'ose le dire, parce que les Canadiens l'ont déjà dit eux aussi, plus économiques. Alors, je vais bientôt vous donner la parole, bien sûr. Ça fait écho à l'approche libérale qu'évoquait Aurélien tout à l'heure dans son introduction. Je peux terminer d'une phrase, puisqu'on attend des philosophes qu'ils philosophent un peu. Pour moi aussi, ramener Aristote. Aristote, c'est celui qui m'a appris les règles fondamentales du droit. Et que dit-il? La loi, elle est générale. Elle n'est pas faite pour les exceptions. Les exceptions, ça se juge au tribunal. Mais la loi, elle est faite pour encadrer le principe de base qui régit les êtres humains. Je ne nie pas qu'il y a des situations compliquées, conflictuelles, infiniment moins nombreuses que ce qu'on nous fait croire. Je les connais, ça fait 30 ans que je fréquente les soins palliatifs de façon hebdomadaire. Eh bien, j'ose le dire, les exceptions sont rarissimes. Non pas 3% qui persistent dans leur demande à mourir, comme ça a été écrit dans le CCNE, qui a mal lu le rapport qui est cité, il est vrai, en langue anglaise, mais on arrive à 0,3% des personnes prises en charge convenablement qui persistent jusqu'au bout dans une demande de mourir. Est-ce qu'il faut faire réellement une loi qui aura des conséquences générales pour des exceptions qui, à mes yeux, doivent faire l'objet de ces zones grises dont les médecins s'occupent et qui, parfois, en effet, amène peut-être à des transgressions. Faut-il une loi pour tout de suite dire à tout le monde, à chacune, à chacun, et en particulier aux plus vulnérables, aux plus fragiles, oui, vous avez cette option qui vous est présentée. On n'aura pas répondu à une demande, on aura créé une offre. C'est cela qui me chagrine dans la manière dont le débat contemporain est en train de se nouer. La loi ne résoudra jamais tout. Frédéric l'a dit, je le pense aussi. La loi ne résoudra jamais tout. Et surtout pas cette question de la vulnérabilité. On va donner la parole à Frédéric Worms. Oui. Non, mais pas spécial. Et je vous le dis, on va essayer de raccourcir nos réponses, sinon on n'aura jamais le temps d'avancer et d'entendre le public. Merci, je serai très bref. Pour dire un point d'accord complet et un point, en effet, de désaccord persistant. Sur l'accord complet, c'est je pense pas, un fait inéluctable, mais au contraire, je pense que il faut absolument
relier ce sujet qui en effet est extrême, j'ai employé le mot exception, je vais le maintenir, mais je pense que le but de la loi, c'est aussi de prévoir les exceptions et même de les encadrer. Mais il faut absolument que ce sujet-là ne soit pas opposé, mais au contraire soit renforcé. Et là, le comité d'éthique le dit. Il y a même une partie d'entre eux qui sont dissidents par rapport au texte pour cette raison, mais à mon avis, ils ont tort. Mais ils ont raison dans le fond, comme vous deux l'avez dit. C'est-à-dire qu'il ne faut évidemment pas opposer le débat sur ce point extrême avec le soutien à tout le reste, aux soins palliatifs et au soutien majeur à apporter en France à l'hôpital en général. Si on les oppose, on est, à mon avis, non seulement dans la contradiction, mais dans une faute morale et politique extrêmement grave. Et la crainte que Jacques Ricot vient d'exprimer, que expriment certains membres du comité d'éthique explicitement, hein, c'est la raison qu'ils invoquent pour être en désaccord avec ce que propose le texte. Ce n'est pas une raison métaphysique sur la vie et la mort, c'est une raison de contexte politique. Et Jacques l'a dit très clairement, c'est vrai que si, par malheur, je dirais, pour pallier, non pas les soins palliatifs, pallier l'inéluctable, mais pour pallier les défauts de financement de l'hôpital, on recourait à l'aide active à mourir comme une solution massive en plus, et comme par défaut de financement et de soins et de structures pour les soins palliatifs et tout le reste, ce serait criminel, moi je le dis très clairement. Et il est très clair que, pour moi, l'une des choses qui m'attriste le plus aujourd'hui, c'est l'opposition qui est faite entre les soins palliatifs et ce dont il est question ici. Ça doit être absolument inséparable. Et pour qu'il y ait un choix, il faut que ce choix se fasse effectivement absolument pas par défaut social, par démission sociale et politique. Et ce serait extrêmement grave, et c'est vrai qu'il y a ce risque, mais je pense malgré tout qu'il faut séparer les sujets. C'est-à-dire que même dans une société qui aurait rempli tous ses devoirs d'accompagnement, il resterait ce sujet, il resterait ce débat parce que la vie humaine y conduit. Et donc moi je suis entièrement d'accord sur ce risque et le risque du contexte, et c'est pour ça que le comité d'éthique, dont je ne fais plus partie, mais j'ai quand même contribué à 2 grands textes, enfin un texte important sur la santé publique pour dire au contraire l'hôpital est en crise financière, en crise morale, il faut des moyens majeurs, et donc ces 2 sujets sont absolument inséparables. Donc, et c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier de le rappeler, parce que c'est vrai que ce risque idéologico-politique et cette démission, voilà, ce serait évidemment tragique. Néanmoins, il faut réfléchir, légiférer, je ne sais pas, mais en tout cas réfléchir sur les cas tragiques, même s'il y en a peu. Parce que justement, le rôle de la loi, c'est là mon point de désaccord, c'est de penser les cas exceptionnels. L'autre exemple que je donne toujours, c'est l'exemple de la légitime défense. La légitime défense, c'est un autre, peut-être le seul autre cas dans le droit, c'est le seul autre cas de transgression de cet interdit fondamental de donner la mort. Si vous êtes agressé par quelqu'un, vous avez le droit de vous défendre. Après, il faudra le prouver devant la loi, devant un tribunal. La loi a donc le pouvoir, évidemment, de réintégrer l'exception dans la règle. Et cette exception vaut non seulement pour les individus, mais pour les peuples. C'est ce qui fait qu'une guerre défensive est juste. Et que les Russes n'ont pas le droit de faire ce qu'ils font, pour être un peu clair et politique, et les Ukrainiens ont le droit de se défendre. Bon, voilà. Après, c'est un exemple, mais c'est un exemple très important. Ils doivent le faire à contre-cœur et forcé. Et Camus avait dit très clairement pendant la Seconde Guerre mondiale, je fais la guerre malgré moi, contre mes principes et en la détestant. Et donc il y a des cas dans la vie humaine, c'est comme ça, où l'interdit absolu, qui est pour moi, comme je pense pour tout le monde, celui de donner la mort, cet interdit absolu rencontre une contradiction qui ne le contredit pas dans son principe, mais sur des exceptions. Et c'est le rôle de la loi de penser ces extrémités tragiques. Voilà. Et même s'il y a très peu de cas, même s'il n'y avait aucun usage de la loi. Merci Frédéric Worms. Docteur Aignan, vous vouliez, je vous laisse réagir et après je vais donner la parole au public. C'est pour ça que je vous faisais non, Jacques Ricot. Parce que je n'analyse pas la légitime défense de la même façon. Oui. Mais on va avancer. On a tellement de questions, on va rentrer plus précisément, donc on va avancer. Non, justement, on a jusqu'à 20h30 dernier carat. Donc c'est pour ça que je vais commencer à
faire la loi. Allez-y. Oui, moi je voulais vous faire partager un peu mon expérience et surtout celle de mes deux équipes, on va dire. Nous, on suit à peu près 1000 patients en soins palliatifs et à peu près, la plupart du temps, c'est quand même des patients en fin de vie. Et sur ces à peu près 1000 patients, on reçoit à peu près 4 demandes par mois d'aide active à mourir. Alors c'est principalement l'euthanasie, parce qu'en France, on connaît surtout l'euthanasie, mais... Voilà. Et sur ces 4 demandes, à partir du moment où on arrive à aller rechercher un peu les motivations de la demande, pourquoi est-ce que le patient est en demande d'aide active à mourir? On cherche à comprendre ses souffrances. Est-ce qu'elles sont physiques? Est-ce qu'elles sont psychiques? Est-ce qu'elles sont existentielles? On arrive quand même à faire partir plus de 80% des demandes. Et je dirais même qu'avec le contexte actuel, on a en effet à peu près que, je dirais, 3 demandes par an de patients qui persistent dans leur demande d'aide active à mourir sans qu'on arrive à les soulager. Donc sur ces 1000 patients, il reste en effet que 3 patients qui restent en demande. Et c'est vrai que moi aussi, je me questionne sur la pertinence de prévoir une évolution législative pour 3 patients sur 1000. Avec le risque que cette évolution législative évolue à son tour dans le futur. Est-ce que sur ce que l'on a déjà abordé, n'anticipez pas sur ce qu'on n'a pas encore abordé, est-ce que vous avez d'ores et déjà envie de prendre la parole, messieurs, dames, de poser une question, de rebondir, de réagir? Vous faites signe et puis on vient vous voir, on vous tend un micro. Oui, docteur Elion, c'est 1000 patients, c'est sur la Vendée ou c'est quel périmètre géographique? C'est la grande bande nord-est, sud-ouest de la Vendée. Merci pour la précision. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de poser une question, de réagir? En Vendée, il y a à peu près 8000 décès par an. Et nous, on ne prend qu'une toute petite partie de ces patients en charge. Oui, j'aimerais faire plutôt qu'une question, quelques commentaires. D'abord sur la non-utilité de la loi qui a été tentée par 2 fois, 2005, 2016, une copie toujours infinie où il manque la dernière phrase. Je suis un ancien médecin hospitalier, je dirigeais le service de neurotraumatologie. Et en neurotraumatologie, il y a beaucoup de décès par traumatisme crânien et autres. Les équipes médicales ont toujours pratiqué l'euthanasie. Ils l'ont pratiquée après un raisonnement collégial. Il n'y a jamais de traîtrise là-dedans, ni de souhait de libérer un dit. On n'en est pas là. On n'en est pas là, bien que la tyrannie financière se soit imposée dans les hôpitaux, et pas leurs bénéfices. Donc faire une loi, ça veut dire traiter du privé, mais ça va au-delà du privé, c'est de l'intime. Et je ne vois pas comment une loi qui, par définition, est réductrice, peut s'adapter à tous les cas, car ce n'est pas la fin de vie, mais c'est la fin d'une vie, d'un individu. Et toute la problématique est là, la loi ne va pas être bigarrée, c'est impossible. Donc toute loi serait inapplicable. Et à mon sens, il faudrait continuer, comme par le passé, sous couvert de directives anticipées qui devraient être généralisées. On a tous une carte vitale, et ayons, à côté de cette carte vitale, également nos directives anticipées enregistrées. Première réflexion. La deuxième réflexion, malgré tout le respect que je porte aux gens qui font le redoutable métier de s'occuper des soins palliatifs, quel est le souhait en fait d'un individu? C'est de mourir chez soi. Depuis le XXe siècle, on est à l'hôpital et on meurt à l'hôpital. C'était pas comme ça avant, et pourtant, le monde vivait. Alors, mourir chez soi, entouré des siens, c'est bien. Je pense que le danger des soins palliatifs actuels, c'est qu'on encadre les malades, mais on ne les entoure pas. Et le carré a remplacé le cercle. Et le patient, en fait, il a besoin de ses proches, c'est-à-dire cet entourage qu'on appelle l'amour, et c'est tellement plus simple. Alors, je rêverais de soins palliatifs décentralisés où chacun puisse, chez soi, mourir en paix, entouré par son amour. Puis enfin, je pense que globalement, il y a des choses dont on ne peut pas tout dire. Ce sont les choses qui vont sans dire. Merci. Caroline Aignan, vous avez oublié le cercle? Je ne crois pas. Je ne crois pas, mais c'est intéressant la manière. Merci pour votre intervention. Oui, je me permets de répondre
à mon professeur. Pour dire peut-être deux choses. Quand même, les différentes lois ont quand même vraiment aidé dans la prise en charge de la fin de vie des patients, et entre autres en 2016, le fait que l'alimentation et l'hydratation artificielle soient considérées comme des traitements nous permet vraiment d'éviter des situations de fin de vie qui sont extrêmement longues et qui étaient extrêmement délétères. Moi, j'ai grandi comme ça au début de ma carrière, et ça nous arrivait en effet de voir des patients pendant plusieurs semaines uniquement un tout petit peu hydratés, un tout petit peu alimentés, et qui survivaient en fait parce qu'ils n'avaient pas la force de vivre, ce qui n'est plus le cas actuellement. Je suis désolée de la deuxième partie, ça m'a choquée d'entendre dire qu'en CHU, on fait de l'euthanasie collégiale. Pour moi, ça touche à l'impuissance du corps médical à pouvoir aider et à pouvoir accompagner les patients en fin de vie. Et je pense que pour le coup, il faut se faire aider d'équipes tiers. On voit encore trop d'équipes qui sont toutes seules, qui sont en effet démunies face à l'accompagnement de leurs patients, parce qu'ils ne savent pas comment les soulager, parce qu'ils ne savent pas comment les accompagner. Et je trouve dommage que, encore maintenant, ça arrive avec toutes les évolutions législatives qu'il y a déjà eu. Après, concernant la dernière partie sur le domicile, c'est vrai qu'en effet, pour tous les biens portants, on a envie de mourir à la maison, proche des siens. En fait, quand on arrive vraiment au bout de sa vie, on a vraiment besoin de sécurité. Et en fait, finalement, la plupart de nos patients sont contents d'être à l'hôpital pour le cadre de sécurité. Et les proches, parfois aussi, sont satisfaits de l'hospitalisation pour le cadre de sécurité dont vous parlez. Une toute dernière question sur cette première partie. Merci. Docteur Rumford, donc, je suis à la retraite et j'ai fait 17 ans de soins palliatifs en tant que médecin, pas en tant que patient, je précise. Je vais tout à fait dans votre sens. À partir du moment où le patient est soulagé, entouré et pris en charge dans toutes les dimensions, les demandes s'éteignent très vite. Mon expérience fait que quand je suis parti à la retraite en 2018, j'ai constaté que 80% des patients qui arrivaient dans notre service avaient un traitement antalgique inadéquat, inapproprié. Et je dis que là, c'est un scandale. C'est encore le cas, vous dites, docteur Aignan ? C'est toujours le cas. Voilà. Parce que si les patients recevaient des traitements adéquats, ils ne souffriraient plus et les demandes, dans la grande partie, tomberaient. Je ne dis pas que ça résoudrait tous les problèmes, hein. Je suis bien d'accord avec vous. Mais enfin, ça, déjà, je dirais, il y a trop de gens aujourd'hui qui ont peur de la fin de vie parce qu'ils ont vu des proches qui terminaient dans des souffrances épouvantables. Aujourd'hui, en 2022, en France, ça ne devrait plus être possible. Et j'en ai marre d'entendre des confrères ou des consoeurs qui disent « je sais traiter la douleur, quand je vois le résultat, c'est faux ». Une première chose. La deuxième chose, oui, je vais aller vite. La deuxième chose, les unités de soins palliatifs sont normalement organisées pour permettre justement la vie, pour permettre d'accueillir les familles et d'accompagner les familles. On a fondé à Nantes une maison de soins palliatifs qui s'appelle la maison de Nicodème, où tout a été conçu justement pour être un lieu de vie où les familles puissent venir, passer du temps, dormir, rester avec les patients. Les chambres font 25 mètres carrés. Tout est organisé pour. Alors le domicile, oui, si c'est possible. Seulement les gens sont de plus en plus seuls. Au XIXe siècle, ils étaient entourés de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc ils sont seuls. Quand c'est possible, on le fait avec des équipes mobiles qui viennent à domicile. Moi, je l'ai fait aussi. C'est possible. Mais après ça, allez donc organiser des soins. Quand vous avez, et je termine là-dessus, un malade qui est seul avec sa femme, le service d'hospitalisation à domicile passe 2 fois, 3 fois par jour. Le reste du temps, c'est la femme qui gère tout. Merci beaucoup pour votre témoignage très précis et pragmatique, j'ai envie de dire. Qui veut répondre à monsieur, apporter un commentaire, quelque chose ? Allez-y, vous êtes libre. Hein. Moi, je vais faire peut-être 2 petits retours. La première, c'est qu'en effet, il y a vraiment extrêmement peu d'équipes mobiles. Peut-être juste pour vous préciser que sur la Vendée, nous sommes 5 médecins
pour l'ensemble des patients et de la population vendéenne. Donc on n'est vraiment pas assez nombreux et on risque pas en effet de pouvoir subvenir aux besoins de tous les patients, entre autres pour les traitements très spécifiques. Et j'en viens au deuxième point, qu'il faut vraiment faire en sorte qu'il y ait de la formation, une acculturation générale aux soins palliatifs, une formation spécifique pour la prise en charge de tous les symptômes qui sont en effet la cause principale, en dehors du fait qu'on souhaite être un homme performant dans notre société actuelle, mais qui en fait, donc les symptômes sont quand même une grosse part des demandes d'aide active à mourir. Allez-y, Frédéric Worms. Michel tu Malherbe, pourras n'hésitez pas à contester prendre ce la que- parole. Et vraiment, je vous invite, je vous demande, non, je vous invite pas, je vous demande de répondre Oui. brièvement. Non, c'est juste un petit commentaire, mais je dirais un mot de ce qu'a dit Michel Malherbe, qui était très profond et qu'on a un peu oublié aussi au passage. Non, c'est juste pour dire, je pense qu'il faut pousser au plus loin la lutte des humains contre la mort et contre la souffrance. Et cette lutte des humains contre la mort et contre la souffrance, elle implique aussi la lutte contre le désir de mourir, que certains psychanalystes appellent la pulsion de mort, et le désir de se suicider, qui arrive à des gens en bonne santé. Il faut absolument lutter contre tous ces désirs de mort des sujets humains et lutter contre toutes les causes de souffrance et répondre à toutes les causes de souffrance, c'est répondre aux causes physiques. En effet, tous les médicaments contre la souffrance, c'est répondre aux causes psychiques, c'est entourer, c'est répondre aussi au respect social, à la condition économique, à une vie digne jusqu'au bout. Et c'est vrai qu'il faut absolument lutter contre tout cela. Et de toutes les façons possibles, moi je n'oppose pas le domicile et les soins palliatifs, parce que je pense que dans le domicile, il y a beaucoup de médicalisation en fin de vie, et il y a parfois des conflits, et on a tous connu aussi, dans certains domiciles, des personnes qui exprimaient encore des désirs négatifs, y compris de mourir. Inversement, les hôpitaux sont des lieux d'une éthique extraordinaire, les services de soins palliatifs sont des lieux où le combat humain contre la mort touche à un extrême admirable, y compris malheureusement parfois pour les enfants. Donc c'est des lieux, je pense qu'il ne faut pas opposer à aucun prix. Il faudrait que les soins palliatifs soient capables d'accueillir les proches, de se familialiser, de mettre de l'entourage dans l'encadrement. C'est une belle image, mais pas une opposition, je crois. Et inversement, aider les familles à domicile à se médicaliser un peu parce que c'est très lourd. Et voilà. Et donc, il restera toujours cette petite part d'extrême. Je voudrais juste dire un mot pour répondre au cas si profond qu'a évoqué Michel Malherbe et qu'il a connu personnellement. Je pense effectivement que ce sont des cas très particuliers. Ces cas où la personne est en quelque sorte soit totalement éclipsée, soit le plus souvent du temps absente. On peut dire, et on ne peut pas raisonner à sa place, même si elle a pu désigner une personne de confiance, ça n'est plus le même problème. Mais on peut dire, au fond, on peut voir les choses de deux façons. Et là, je ne parle pas du tout de la fin de vie de la décision, hein, juste un commentaire un peu, disons, humain, disons, de l'expérience de ça. On peut se dire, c'est encore plus tragique. Elle ne peut plus décider de sa fin de vie et accompagner son propre traitement, être avec ses proches jusqu'au bout, et déposséder de sa mort. D'un autre côté, on peut aussi se dire, et je sais que c'est un débat sur lequel Michel a beaucoup pensé, réfléchi, on peut se dire aussi, au moins il lui est épargné cette décision et cette absence à soi transfère aux autres un peu de la douleur de la situation. Et donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouvera, non pas chez elle ou chez lui, mais chez les proches, cette ambivalence et cette souffrance de cette situation qui, en un sens, nous met aussi aux limites de la vie humaine. Et c'est pour ça que c'est relationnel, c'est-à-dire c'est pour ça que le poids de ces décisions ne porte jamais seulement sur une seule personne, c'est collégial, c'est médical, il faut insister sur la place des médecins. Je pense que dans le débat philosophique, pas à cette table et pas dans cette salle, mais dans la société, vous avez des gens qui opposent la liberté comme ça et la médecine. C'est un scandale moral à mes yeux. Hein. Ça a été le cas pendant la pandémie. Il y a des gens qui ont dit « laissez-moi mourir libre ». Qu'est-ce que c'est que cette médicalisation de la société? Alors qu'en fait, elle a permis de sauver des vies, y compris celles de ceux qui protestaient avec des foulards. Michel Malherbe. Oui. Bon, je veux bien que le débat concernant le projet de loi soit motivé par des situations personnelles, familiales, institutionnelles, l'hôpital, etc. Mais tu as employé un mot, plus deux fois, tu as employé le mot tragique. Et là, je dirais, ça n'est plus la simple question de savoir comment
on peut répondre aux besoins des personnes qui sont en fin de vie et quelle est la meilleure façon d'y répondre. Mais quand on parle du tragique de la vie, là, c'est un point de philosophie. C'est un point de philosophie. Alors, effectivement, la généralité de la loi favorise ce genre de considération, mais je pourrais vous poser la question, vous avez une perception tragique de votre existence? Pas tout le temps. Si on répond tous tour à tour, non, parfois mais, oui, non, mais parfois non. On va pas voter. Ça peut arriver, il y a des moments qui est que... Mais le propos de Frédéric, c'est d'inscrire le tragique dans l'existence humaine. Il est là parfois. C'est le cas. Les lois sont faites pour l'éviter et pour, en effet, l'encadrer quand il est là. Toute la société humaine est faite pour... Est-ce que quand même derrière ça, il n'y a pas la question de peut-on avoir une confiance absolue à la loi? Parce que finalement, une loi peut être, à un moment donné, avoir un sens, être justifiée, mais est-ce qu'elle doit tout? J'en suis déjà à la conclusion que j'avais annoncée tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'elle peut tout encadrer et garantir quelque part? Non, mais la loi ne peut pas répondre à une question de vie. Elle peut répondre, disons, à des problèmes de vie. Je vais jouer sur les mots, à des problèmes de vie, mais elle ne peut pas répondre à la question de vie, me semble-t-il. Voilà. Pardon, je ne peux pas être d'accord avec ça, mais c'est évidemment un autre sens que Michel donne à cette question. Mais la loi est là pour éviter le pire, pour éviter la mort, et elle interdit le meurtre, elle interdit des tas de choses qui relèvent de nos vies, sans lesquelles nos vies ne sont pas possibles, y compris rouler à 300 à l'heure sur l'autoroute. C'est interdit parce que c'est une question de vie et de mort pour la personne et pour les autres. Et on interdit aux gens de mettre leur propre vie en danger. On limite leur vitesse de circulation, on leur fait mettre des ceintures de sécurité, on vous fait cotiser pour la retraite, on s'occupe heureusement tout le temps, non pas en effet du bien vivre, parce que le bien vivre dépend de chacun, mais des conditions collectives de ce bien vivre et surtout d'éviter les conditions négatives du mal vivre. Donc oui, la loi, heureusement, s'ouvre de plus en plus dans les sociétés démocratiques pour permettre une vie humaine, digne, dans des conditions équilibrées, pour la permettre. Après, chacun régit sa vie, en effet, librement, et heureusement, et je ne veux pas que l'État entre dans nos vies, mais qu'elle nous permette de mener nos vies. Ça, oui, on a besoin malheureusement de la loi, sinon c'est je dirais pas la guerre de tous contre tous, c'est peut-être même encore pire. On va avancer, Aurélien, sur la grande question d'après, et on va faire très court pour l'introduire, sur le droit à la mort, tout simplement. Je serai vraiment très rapide, parce que l'idée, c'est de pouvoir vous laisser parler. Mais effectivement, le deuxième sujet, le deuxième volet qu'on voulait échanger, vous questionner, c'était sur cette question de la liberté individuelle, qui est mis en avant dans l'évolution de ces évolutions juridiques, et donc de cette question de la pertinence, du sens à la notion de droit à la mort. Est-ce que cette expression a même du sens? Un certain nombre d'associations, la DND pour ne pas la citer, indique par exemple ou met l'accent sur l'impact psychique qui serait positif pour une personne, non pas tellement d'avoir recours finalement à l'assistance médicale à mourir, mais l'idée même de pouvoir y avoir recours pourrait aussi générer parfois un élément positif, ou en tout cas ce serait quelque chose qui serait vécu comme une liberté, et rien qu'à ce titre-là, ça pourrait y avoir du sens. Donc c'était vraiment pour vous poser la question et vous orienter sur cette question du sens, de la pertinence de l'expression même de droit à la mort, et puis de cette question de la liberté individuelle, qui suppose aussi des détours sur qu'est-ce que c'est que s'autodéterminer. Est-ce que finalement la représentation de l'individu totalement libre, totalement transparent sur ses choix, sur ses volontés a du sens, ou bien est-ce qu'on doit aussi peut-être limiter ou remettre en question cette représentation-là? Et puis c'était pour orienter aussi sur la question aussi du suicide. Est-ce que le suicide est forcément quelque chose qui serait lié à une aliénation, à des causes externes, ou est-ce que ça peut être aussi quelque chose qui soit l'expression même d'une liberté profonde? Des sujets profondément aussi philosophiques et qui sont souvent rattachés avec la notion de souffrance aussi, souffrance réfractaire à tout traitement, argument, expression utilisée dans la loi, pour aussi penser, notamment en Belgique, la question du recours médical à la mort. Donc c'était, qu'est-ce que vous en pensez de ces éléments-là? Jusqu'où ça a du sens de penser la notion de liberté sur la mort? Est-ce que la mort nous appartient?
ou bien est-ce qu'on doit la penser aussi un peu différemment? Vous avez la liberté de vous jeter sous le TGV. Et en même temps, notre société fait beaucoup de prévention. Vous allez retarder prévention. le train d'une demi-heure, ou davantage. Mais vous avez cette liberté. Pour moi, la question, ce n'est pas la question du droit, c'est la question du devoir que ça génère pour les autres. Alors là, c'est plus compliqué. Hein, si l'on s'intéresse au... j'ai le droit, imaginons, le droit au suicide assisté. Cela signifie que cette assistance doit m'être fournie. C'est un devoir qu'a la société. Et la société, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. Donc c'est un devoir qui doit être pris en charge par nous autres, chacun d'entre nous. Le problème, c'est cette question-là, c'est la question du devoir. Le droit en lui-même à la mort, vous suicidez, écoutez, c'est pas... On est quand même dans une société, je le disais, où on fait de la prévention contre le suicide. On nous explique que, pardon d'avance de la manière dont je vais le dire, que ce n'est pas une bonne chose. Dans le cimetière. Alors, pardon ? Autrefois, vous n'étiez pas enterré dans le cimetière. Bon, là, pour l'instant, ça... Oui. Ah ben, bien sûr que vous allez tous répondre, bien sûr. Allez-y, Jacques Ricot. Oui. Je dirais que j'étais en accord complet avec les propos antérieurs de Frédéric, pour qu'il ne soit pas quand même... que dans le désaccord. Trop dépité par moi. Sauf sur la question de la légitime défense, que je n'analyse pas du tout de la même façon sur le plan philosophique et juridique. Mais on va tout à l'heure, focus sur ce que vient de dire Michel Malherbe et sur cette notion de droit. Il n'y a pas une loi sur la légitime défense, c'est pas vrai. Il y a simplement un jugement qui portait chaque fois qu'un cas singulier se présente. C'est tout à fait différent, le juridique et le judiciaire. Mais on en discutera gentiment tous les deux, comme on en a l'habitude. La question de la liberté, moi j'étais très influencé par mon ami, oui, parce que nous avions une relation privée, Axel Kahn, décédé l'an dernier. Axel Kahn, homme de gauche, agnostique. Axel Kahn a vu son père se suicider. Et donc, il était sensible à cette problématique. Il a beaucoup, jusqu'au bout, adoré, estimé, mais plus qu'estimé, son père. Et il a écrit un livre intitulé « L'ultime liberté, point d'interrogation », où il passe son temps à dire qu'on n'est pas libre quand on se suicide. Et pas davantage dans le cours d'une existence qu'à la fin d'une existence. C'est bien parce qu'on n'entrevoit pas d'autres issues, d'autres solutions, qu'on n'a plus de liberté. Qu'est-ce que c'est que cette liberté qui s'abolit au moment même où elle prétend s'exprimer ? Il y a un problème philosophique là, solide, je trouve, très résistant à toute réflexion. Bien sûr, il faudrait davantage dire les choses. Il y a une liberté, la même que celle que Michel vient d'expliquer, une liberté individuelle de chacun. Quand les parlementaires m'ont demandé quelle est votre position par rapport au suicide, je ne vais pas être trop long ici par rapport à ce que j'ai dit, mais en gros j'ai dit je n'approuve pas, je ne désapprouve pas. Qui suis-je pour approuver ou désapprouver un suicidaire ? Mais en revanche, en effet, la question est de savoir quelle est ma réaction, quelle est ma relation à quelqu'un qui me demande le suicide. Et c'est là qu'il y a une notion du soin qui n'est pas simplement liée au corps médical, mais qui est liée à la société. De qui prenons-nous soin, nous autres sociétés, à travers notre dispositif juridique ? Les lois ne sont pas que répressives, elles sont expressives de toute une valeur que les sociétés reconnaissent aux êtres humains, à commencer par les plus faibles, à commencer par ceux qui doutent le plus d'eux-mêmes, à commencer pour ceux qui disent obstinément « ma vie n'a plus de sens, vous voyez bien que je suis un fardeau, il est grand temps que je m'en aille ». Une société se juge non pas à la capacité d'encourager cette liberté qui va nécessairement engranger des souffrances chez ceux qui vont l'accompagner. Une société se juge à la façon dont elle prend en soin les plus fragiles d'entre nous et non pas les plus forts,
ceux qu'on entend, les vedettes du show business, ceux qui sont à la télévision et qui vous disent, parce qu'ils ont été en représentation toute leur vie, que vraiment ils ne veulent pas terminer leur existence comme ça. Je dis ça parce que c'est Guy Bedos. Moi, j'étais un lecteur très assidu de l'Obs, et quand j'ai vu le fils de Guy Bedos dire « Mon père m'a dit un jour, tu ne vas pas me laisser devenir ça », tout était dit. Tout était dit. Et je crois que ce n'est pas la peine de philosopher davantage. Oui, docteur Aignan, allez-y. La réponse peut être vraiment très très large. Moi, j'aurais envie de me placer vraiment là en tant que professionnel de santé. Et en effet, cette demande de l'euthanasie et du suicide assisté va nous contraindre, nous soignants. Parce que ce n'est pas une mort tout seul dans son coin. C'est une mort assistée par un tiers qui est entre autres actuellement dans ce qui est en train d'être réfléchi, que ça soit accompagné par un soignant. Et nous, soignants, alors je sais qu'on va en repartir probablement sur la dernière parce partie. qu'on n'aura plus le temps de... Donc allez-y maintenant, dites ce que vous voulez dire maintenant. Pour nous, soignants, en tous les cas pour la plupart des soignants, quand on devient soignant, on est là pour essayer de guérir. On fait comme on peut. En soins palliatifs, c'est pas très souvent. On essaye surtout de soulager au maximum, et notre devoir, ou en tous les cas ce qui fait sens pour nous, c'est d'accompagner au maximum, d'être là au jour le jour pour les patients en détresse, et on n'est pas là pour mettre fin à leur jour. Et clairement, s'il y a une légalisation, une dépénalisation d'une aide active à mourir, clairement, ça va vraiment mettre encore plus à mal, ça va déstabiliser encore plus les soignants qui vont perdre complètement le sens de leur profession de soins. Tout le monde n'est pas d'accord. Pour certains, c'est un soin ultime d'accompagner un patient jusqu'à la mort. C'est vraiment le soulager jusqu'au bout, comme par exemple au Québec. C'est considéré comme un soin ultime. En tous les cas, quand même, pour la plupart des soignants, c'est pas considéré comme un soin ultime. C'est pas considéré, pardon, comme un soin tout court. Moi, ce que j'aurais envie de dire aussi, c'est que je suis pas sûre qu'on puisse être libre et qu'on ait une autodétermination totale. Quand on est vraiment en fin de vie, quand on est fatigué, quand on est fragile, on est forcément dépendant de tous ceux qui nous entourent, entre autres la famille et les soignants. Et en particulier la famille, la plupart du temps, ils sont en détresse, et forcément qu'il y a un lien entre la détresse des familles, la détresse des patients. Et s'il y a une porte ouverte, un tant soit peu, pour essayer de soulager comme ils peuvent la souffrance de leurs proches, eh bien, ils vont la prendre, cette porte-là, alors que ce n'est pas forcément un choix qui est souhaité initialement. C'est un faux choix, finalement, une équation un peu tronquée par le moment douloureux. C'est ça que vous dites. Frédéric Worms ? Oui, moi comme tous ceux qui viennent de s'exprimer, moi je suis très opposé à l'expression de droit à la mort. En fait, l'expression droit à la mort, pour moi, c'est un symptôme. C'est un symptôme, justement, de ce qui, peut-être, fait que le débat ne cesse de revenir. C'est-à-dire, ça vient comme une revendication face à ce que certains et certaines pensent comme un blocage anticipé, justement, d'une décision future. Parce que, précisément, dans les directives anticipées, le plus dur à anticiper, c'est la situation mortelle, mais c'est aussi la situation de décision, etc. Donc il y a une sorte de revendication un peu abstraite qui vient des conditions anticipées, imaginaires aussi, avec des fantasmes et des dangers dans ces fantasmes de ces situations-là. Donc tout ce qui a été dit est très important. Je pense qu'effectivement, les êtres humains peuvent se suicider, malheureusement, et qu'il faut, en effet, Michel l'a dit, il faut s'y opposer fondamentalement. Le désir de mort est un des dangers qui travaillent l'humanité depuis toujours. Si je vois quelqu'un sur le margelle d'un pont et qui s'apprête à se suicider, je dois faire tout pour l'en empêcher. Ça s'appelle la non-assistance à personne en danger, si je ne le fais pas. Et donc, voilà. Et par ailleurs, donc c'est absolument fondamental, et le taux de suicide, d'ailleurs, augmente en France post-Covid, comme partout, y compris chez les adolescents. Et c'est un symptôme extrêmement grave de l'état d'une société. Les sociologies en France ont commencé par la question du suicide, comme une sorte de faillite de toute une société. Quand des jeunes gens se suicident, c'est évidemment... Voilà. Donc, il est évident qu'il faut absolument distinguer le suicide en général de ce dont il est question ici, qui sont des cas de suicide assisté dans des situations tragiques de fin de vie où l'accompagnement a été mené jusqu'au bout. Et au-delà de ce bout, est-ce qu'on peut envisager que
vraiment dans des situations extrêmes et extrêmement encadrées, est-ce qu'on peut envisager que l'accusation de non-assistance à personne en danger puisse se retourner dans ce cas qui, en effet, fait appel à des soignants, qui pousse, c'est ce que j'ai dit dès le début, le soin vers une contradiction fondamentale. Le soin est là pour éviter la mort, et quand la mort est inéluctable, il doit être palliatif, c'est-à-dire éviter les souffrances, avec toutes les puissances de la médecine. Et est-ce qu'il y a des cas où cet interdit fondamental de l'assistance au suicide doivent se retourner dans des cas très singuliers, extrêmes, encadrés par la loi, et on espère d'ailleurs jamais utilisés, de suicide assisté? Je pense que voilà, l'idée que le suicide assisté serait un suicide à la carte, par un service sur mesure administratif en quelque sorte, au service des pulsions de mort de tous les citoyens qui en ont, parce que la société est dure, le moment est tragique en plus. Donc effectivement, ça, ce serait une catastrophe absolue. L'idée, en revanche, que l'accompagnement, sous toutes ses formes, puisse aller jusqu'à l'accompagnement de cette demande de la part de gens qui ont lutté toute leur vie contre la mort, y compris avec les médecins, avec leurs proches. Moi, ce qui me frappe, ce qui me choque beaucoup, même parfois, c'est quand on dit, voilà, il y a une personne, c'est pas forcément âgée, hein, mais une personne qui a lutté contre la mort de toutes ses forces, avec ses proches, avec les médecins, jusqu'au bout, qui est contre la mort, qui est pour la médecine, qui est pour la vie, qui veut faciliter la vie de ses médecins, voilà, qui veut qu'il y ait des systèmes de soins étendus pour tout le monde. Si au bout du bout, elle demande quelque chose d'autre, ce n'est pas forcément, c'est lui faire même injure de lui dire qu'elle porte un message de mort dans toute la société. C'est une décision individuelle tragique qui peut rencontrer une marge qui est en effet quelque chose qui est encore un accompagnement à certaines conditions, la condition étant que tous les autres accompagnements aient eu lieu jusqu'au bout et sous toutes leurs formes. Donc vous dites qu'il faut pouvoir lui apporter une réponse à ce moment-là, dans ce cas de figure-là. Je dis il y a des cas à certaines conditions qui impliquent le refus de tous les autres cas. Oui. C'est extrêmement important. Moi, je veux bien admettre qu'il faut lui apporter une réponse. Mon problème, il n'est pas là. Il est dans la loi. J'y insiste, il y a une différence entre le juridique et, d'une part, le judiciaire, et d'autre part, la conscience singulière. Elle est plus ou moins bien éclairée, je le reconnais. Il y a des zones grises. Il y a des situations, en effet, limites. Et je connais, pour en avoir rencontré personnellement, non pas des personnes qui vont quand même jusqu'à l'extrémité que vous avez osé raconter tout à l'heure, mais qui ont pratiqué, en effet, des gestes qui contreviennent à la loi. Et je ne les incrimine pas. Je dis simplement qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu dans des situations compliquées, complexes. Je dis seulement... Mais s'il n'y a pas de loi, excusez-moi de vous interrompre, mais s'il n'y a pas de loi, on les met en situation à partir du moment où vous avez fait une loi, où vous avez dit c'est bien, enfin, la loi, ça veut dire c'est possible. Ça ne veut pas dire c'est bien, mais ça veut dire c'est permis, c'est possible. Vous avez enclenché une dynamique que vous ne contrôlez pas. C'est ce qui se passe aujourd'hui aux Pays-Bas sous nos yeux. Regardons où ils en sont. Euthanasie clandestine aussi nombreuse que les euthanasies officielles. Dans certains secteurs, on meurt par euthanasie jusqu'à 15% d'une population qui décède. Et vient de nous alerter dans Le Monde, par exemple, du 30 novembre dernier, un partisan de l'euthanasie qui a été membre des contrôles, qui a contrôlé toute cette... et qui dit « Mais la France, vous vous trompez complètement, regardez où nous en sommes et où vous en serez en 2040. » La situation actuelle est que les soins palliatifs ne sont pas quelque chose d'extérieur ou de supplémentaire ou de complémentaire aux soins. Je crois, et c'est pour ça que je me suis mobilisé sur cette question, je crois que les soins palliatifs sont au contraire la vérité profonde de ce qu'est le soin médical. On ne peut pas toujours guérir. Et donc, moi j'ai un ami, je cite souvent ce cas, il est mort à 85 ans alors qu'il était atteint dès sa naissance d'une maladie mortelle incurable. Il a vécu en soins palliatifs toute sa vie et il a eu une vie très dense, croyez-moi. Mais même si ça n'avait pas été le cas, le problème est qu'on confond soigner et guérir, et quand on ne peut plus guérir, on ne peut plus soi-disant soigner, alors que je considère qu'il est urgent de dire que le soin médical est d'abord un soin palliatif, parce que de toute façon, nous mourrons un jour et nous ne serons pas guéris. Et donc, cette culture palliative
non seulement elle n'existe pas institutionnellement, mais elle n'existe pas foncièrement dans les formations de tous les secteurs de l'hôpital. J'ai été membre pendant 17 ans du comité d'éthique de ce CHU de Nantes, d'autres ici en font partie aussi. Je n'ai jamais vu plus joyeux et plus soignant que les unités de soins palliatifs. Dans les autres unités, on est moins heureux. Comment ça se fait? Ça veut dire qu'on accompagne la vie jusqu'au bout, parce qu'on a compris ce qu'était l'essence du soin. Le soin, encore une fois, il est pardonnez-moi, mais ça, on a bien vu, on l'a entendu à travers des témoignages. Ça serait dans un monde idéal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société aujourd'hui, nous n'avons pas... le soin. Oui, mais nous n'avons pas ces réponses de soins palliatifs en nombre suffisant et suffisamment développé. Non, c'est plus grave que ça, ce que je dis. Oui. C'est pas simplement un problème institutionnel ou statistique ou arithmétique, c'est un problème de définition de la notion même de soin qui est en danger. J'ai écrit un article le mois dernier avec Claire Fourcade, la présidente de la SFAP, de la Société française d'accompagnement palliatif, que nous avons intitulé « L'euthanasie contredit le soin palliatif ». Elle ne complète pas le soin palliatif. Éliminer une souffrance, c'est pas soulager la souffrance. Ou alors, j'en perds mon latin. Quand j'entends dire qu'au Québec, en effet, la piqûre létale est un soin, les bras m'en tombent. Nous sommes les héritiers de Socrate. De quoi parlons-nous? Quelles sont les définitions que nous donnons aux mots? Si soigner, ça veut dire arrêter le soin, je considère qu'on s'est trompé de dictionnaire. Alors, je voulais reposer la question et peut-être faire réagir les uns les autres, parce que vous avez parlé de ces cas et vous dites, je n'incrimine pas ceux qui ont aidé une personne à mourir, donc en dehors de tout cadre de la loi, sauf que quand même, la situation d'aujourd'hui les met dans des situations périlleuses et puis complexes, c'est-à-dire ces personnes-là ne sont pas protégées non plus. Alors, est-ce que finalement... C'est au juge de trancher, au bout du compte. Au bout du bout, voilà, c'est au juge de trancher. On a vu, il y a eu pas mal d'histoires qui ont bien montré que la justice avait du mal à trancher. Et puis l'autre question qui me vient, c'est que finalement, on a beaucoup parlé de l'opposition aux soins. Est-ce que donner la mort est un soin en fin de vie? Oui, non, mais alors est-ce que la question, c'est pas de savoir est-ce qu'on doit tout faire porter aux soignants et est-ce qu'il faut aller jusqu'à donner la possibilité que cet acte-là soit porté par d'autres? Par les proches, voilà, je vais loin volontairement, mais est-ce qu'on doit enfermer ce débat dans un rapport entre le soignant et le patient? Comment voulez-vous faire autrement? Je veux dire, il y a le patient d'un côté, celui qui va se jeter sous le train, comme dit Michel. Bon, celui-là n'est pas dans la relation, mais nous ne parlons pas d'autre chose que du soin, c'est-à-dire d'une alliance. C'est-à-dire que les individus font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est à la société, est-ce que c'est aux soignants d'adhérer à tout ce qu'ils veulent? Je veux dire, où va-t-on si c'est cette philosophie-là qui finit par l'emporter? Et donc, je sais bien qu'aucun d'entre nous, autour de cette table, à commencer par Frédéric, n'approuverait qu'une société se réduise exclusivement à la coexistence de liberté au sens qu'on vient de dire tout à l'heure. Chacun fait ce qu'il veut, mais nous savons bien que c'est le plus bas degré de la liberté, celle-là. Et nous savons bien que nous avons ensemble à faire en sorte que nous puissions vivre justement les uns avec les autres. Et donc, moi, écoutez, l'article de loi que je préfère, c'est celui du 4 mars 2002, article 1111-4 du Code de la santé publique. Toute personne prend avec le personnel de santé, et compte tenu de ses informations et préconisations, les décisions qui concernent sa santé. Je suis individualiste en ce sens. C'est la personne qui prend les décisions. Elle ne les prend pas seule, elle les prend avec. J'ai été très attentif au débat parlementaire à l'époque parce que, justement, il y avait une difficulté à naviguer entre un paternalisme médical qui ne disait pas son nom et un consumérisme médical qui disait le patient, eh bien, c'est lui qui doit exiger les soins qu'il demande ou les non-soins qu'il... Non, tant qu'il y a l'alliance thérapeutique, on n'est pas obligé de s'allier. On peut s'en aller chez soi. C'est le fond, d'ailleurs. Eh bien, c'est avec que la décision est prise. Elle n'est pas prise individuellement. Moi, je ne suis pas d'accord pour dire qu'il faut réfléchir à ce que demandent les patients et il faut réfléchir aux problèmes que les soignants vont supporter à part ça. Je dis qu'il faut réfléchir ensemble. Les deux vont avec. On ne peut pas dissocier la question de la demande du patient de la réponse du soignant. C'est impossible. Oui, on revient en fait à cette surprise de Michel Malherbe disant
Est-ce qu'il faut parler du tragique? Oui, il faut parler du tragique. Il faut parler des situations qui mènent le soin lui-même, non pas à renoncer, mais à des contradictions ultimes, comme il en arrive dans la vie humaine, et à des contradictions qu'elle rencontre déjà, encore une fois, et c'est déjà terrible de devoir pratiquer renoncer à ce qu'on appelle l'obstination déraisonnable, à faire de l'arrêt de traitement, qui n'est qu'une partie du soin, bien sûr, parce que quand l'arrêt de traitement curatif ça est imposé par les circonstances, le soin ne s'arrête pas et on prolonge la réponse à la souffrance humaine jusqu'au bout, et le soin ne doit jamais s'arrêter. Ces contradictions sont là. Et je pense qu'effectivement, s'il y avait une loi, moi je ne sais même pas si je le souhaite fondamentalement. Enfin oui, je pense qu'il faut, pour les raisons que je vais dire... Tu l'as écrit quand même. Non, mais je pense qu'effectivement... Pourquoi? Parce que dans tous les cas, il y a des dérives contre lesquelles la société doit lutter. Il peut y avoir des dérives si l'euthanasie et le suicide assisté sont autorisés. Certains États proches le montrent, s'en alertent, j'espère qu'ils vont y répondre, etc. Mais il peut y avoir des dérives s'il est interdit aussi. On sait très bien qu'il y a des pratiques clandestines, des soignants qui ont été conduits non pas à des actes de soins, et quand même malgré tout extrêmes, dans des extrémités que tu juges légitimes, mais pas par la loi, juste même dans la transgression de la loi. Mais il y a aussi des soignants qui ont pratiqué des euthanasies clandestines pendant très longtemps. Il y a des dérives. Les dérives font partie, effectivement, des dangers. Ce n'est pas au nom des dérives qu'il faut juger un acte. S'il y a des dérives dans tous les actes humains, et si on a légalisé l'avortement, c'est dans certaines conditions précises. Je suis d'accord avec ça. Je termine sur un point. Je suis d'accord avec ça. Et donc, je pense que le seul cas qui suppose un encadrement extrême, et une construction sociale énorme, le seul cas où ça peut être autorisé, c'est le cas d'un accompagnement extrême. Encore une fois, des personnes qui ont été accompagnées contre des pulsions de mort, contre des tentations trop faciles, contre des conditions sociales dégradantes, contre le fait de peser sur leurs proches, parce que les gens, en effet, peuvent demander à mourir pour des raisons sociales aussi, pour des raisons d'humiliation sociale, pour des raisons de détresse parentale, voilà, et des raisons qu'il faut absolument éviter. Si on a lutté contre toutes ces raisons, si on a construit une société la moins injuste possible jusqu'au bout, s'il reste des cas tragiques, je pense qu'en effet, il faut les penser sous le signe de la réponse à une demande, en même temps que de la réponse à une souffrance. Et d'une certaine façon, il faut absolument que ce soit des cas exceptionnels, encadrés par un accompagnement de tous les instants et dans toutes les dimensions de la société. Et moi, je serais évidemment contre un article de loi voté à la va-vite, sans aucun contexte, aucune condition, etc. Il faut bien voir que le débat se joue entre deux versants d'un même tragique. Encore une fois, effectivement, Jacques est tout proche de Didier Sicard, qui, d'une certaine façon, avait pensé, même si tu l'acceptes peut-être pas, un avis célèbre du comité d'éthique, quand Didier Sicard le présidait, qui avait pensé les exceptions d'euthanasie. Non, c'était pas en ce sens-là. Pas d'accord. Confusion sur le mot exception. Oui, c'est vrai, il y a eu tout un débat. Sens juridique qui n'a rien à voir. Tu confonds transgression de la loi et négation de la loi. Je l'ai dit, je vais un peu vite sur ce point. Enfin du dialogue qui s'emballe. Mais par contre, je vais être obligée de vous dire stop parce que l'heure tourne. Michel Mahler, vous vouliez peut-être réagir. Je vais donner une dernière fois la parole au public et ensuite nous allons déjà conclure. C'est pour vous donner une idée. Eh oui. Prenez le micro, Michel Mahler. Et pendant ce temps-là, si quelqu'un veut prendre la parole absolument, comme j'ai dit qu'on allait conclure, vous levez la main et je m'approche. Allez-y, Michel Mahler. Oui, j'aime pas beaucoup le terme accompagnant. Parce que accompagner, c'est marcher du même pas que l'autre. Accompagner, c'est marcher du même pas que l'autre. S'adapter au pas de l'autre. S'adapter au... Oui, mais marcher du même pas. Et, enfin, j'ai pratiqué la marche et j'ai accompagné mon épouse dans la marche et lorsqu'elle faiblissait, je l'accompagnais. C'est-à-dire, je stimulais son pas en essayant de me régler sur son pas. Ça, d'accord. Mais je pense toujours à ce que j'ai vécu. On m'a dit, vous êtes l'accompagnant. Enfin, c'est l'histoire d'un échec.
c'est l'échec de l'accompagnement. Et est-ce que, lorsque l'on parvient à cette situation d'assister une personne dans sa mort, est-ce que ce n'est pas la conclusion d'un échec qui a été le sien propre ou de ceux qui sont autour de la société? Allez-y, docteur Aignan. Moi, j'ai envie de dire que c'est utopique de s'imaginer qu'il n'y ait aucune dérive dans une aide active à mourir, comme c'est utopique que tous les patients seraient forcément bien pris en charge et forcément pris en charge par des soins palliatifs. Et c'est en ça où j'ai envie de rappeler, parce qu'il faut conclure, qu'on est dans un débat éthique, et c'est vrai que pour moi c'est important de pouvoir rappeler quand même les 4 principes fondamentaux de l'éthique, que sont l'autonomie, la bienfaisance, la non-malfaisance et l'équité. Et en fait, pour moi, la balance bénéfice-risque est trop importante dans le sens du risque de dérive et de faute d'accompagnement. J'entends bien qu'il y a des patients qui sont en détresse jusqu'au bout, et je les accompagne, et je le vois bien en chair et en os, entre guillemets, et je ne nie absolument pas leur souffrance, je ne nie absolument pas le fait que peut-être il faudrait légaliser quelque chose, ou en tous les cas dépénaliser quelque chose, mais en tous les cas, le risque est trop grand pour moi, pour les 997 autres personnes que j'accompagne. Et c'est vrai que vous avez eu raison de faire cette nuance. On n'a pas pu s'appesantir dessus parce qu'on n'a pas eu le temps de tout dire. Entre légaliser, dépénaliser, la nuance est importante. Oui, et d'autant plus importante que si c'est un droit, ça veut dire que nous, en tant que professionnels de soins, on doit repréciser aux patients leurs droits, et ça veut dire que tous les patients qui ont une espérance de vie de moins de 6 mois, on doit leur dire qu'ils ont la possibilité de mourir de manière active et provoquée par un médecin. Ouais, je peux... Bien sûr. Sur la question que posait Michel et sur ce que vous venez de dire aussi, moi j'ai beaucoup plus loin que l'échec. Je parle du tragique. Donc, faudrait savoir, en un sens. L'échec, ça me suffit. Faudrait savoir, bien sûr que c'est un échec. Bien sûr que c'est un échec. Moi, je ne suis pas du tout du côté des transhumanistes qui disent qu'on va lutter contre la mort jusqu'à une réussite transhumaine. Bien sûr que c'est le fond, c'est un échec. Le fait de partager les limites de l'humain, c'est pas très joyeux. Le fait, là, aujourd'hui, d'être amené à soutenir une guerre défensive, c'est tragique aussi. Donc oui, il y a de l'échec fondamental. Le fait d'avoir laissé une pandémie se développer, c'est un échec. Et donc, mais voilà, après, évidemment qu'on est là pour prévenir les échecs et qu'on ne se place pas dans les situations d'échec immédiatement. On essaye de les prévenir, de les anticiper, et elles finiront par venir. Et comme on l'a tous dit, effectivement, nous sommes tous mortels, mais pas tous au même moment, heureusement, et on peut prévenir quand même la mort des autres le plus longtemps possible. Et même si c'est un peu utopique, il faut construire les cadres d'une société la moins injuste possible, ou ce que vous venez... Moi, je suis d'accord, c'est très noble. Je pense que la façon dont vous avez argumenté, là, est magnifique, parce que c'est de dire, bon, en tant que médecin, en bénéfice-risque, tout risque pesé, il y a plus de dérives d'un côté que possible que de l'autre. C'est pas... Ce qui est terrible, ce qui produit des guerres civiles, et je pense que dans ce débat qui est, je trouve, très subtil, mais très précis et rigoureux pour autant, on n'est pas dans la guerre civile. On ne dit pas il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre. Si vous dites d'un côté, il y a une solution qui entraîne moins de dérives que l'autre, moi, en fait, j'entends ça totalement. C'est-à-dire que voilà, ce sera pas les uns qui défendent le bien contre les autres qui défendent le mal, les uns qui défendent. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement important. On est toujours entre personnes qui pèsent du moindre mal. Bon, après, il y a quand même un petit sujet de principe. Il faut vraiment qu'on conclue. Et je conclue, mais c'est quand même sur un point. Pourquoi est-ce que 95% des Français... Attends, il sait déjà ce que je veux dire. C'est terrible. Croyez-moi, on ne s'est pas vu depuis 10 ans. Et pourquoi est-ce que les gens sont favorables à l'euthanasie? On en parlait avec Didier Sicard samedi dernier aussi dans les sondages. C'est pas parce qu'ils veulent la pratiquer. C'est pas pour ça. C'est pas parce qu'ils vont opposer un droit à la mort. Au contraire, il y aura tellement de conditions que ça va être extrêmement compliqué. C'est parce que on se projette dans la question qui, à la fin, dans les situations en effet extrêmes, ultimes, tragiques, est-ce que j'aurai encore mon mot à dire? C'est ça que les gens entendent. Et en fait, en réalité, c'est pour ne pas s'en servir.
Je pense que c'est une projection de sa subjectivité dans des situations irreprésentables et où, là aussi, on est dans deux impasses, mais bloquer cette possibilité de se représenter comme faisant cette demande, c'est ça qui fait que les gens la demandent à 95%. On s'arrête là. Non, je suis désolée, et puis vous allez être frustrés. Mais j'y peux rien, je suis désolée. C'était mon rôle. C'est pareil pour vous dans la salle. Je suis désolée. Je vais demander au professeur Gilles Berru, qui est président donc, du Conseil d'orientation de l'espace de réflexion éthique régional, un Pays de Loire, par ailleurs chef du pôle hospitalo-universitaire de gérontologie clinique du CHU de Nantes. C'est à vous que revient le plaisir, l'honneur, la joie non dissimulée de conclure cette soirée. Vous avez pris beaucoup de notes, je vous ai vu, et vous avez tout écouté et entendu. Je n'arrive pas à remercier Miguel de m'avoir proposé de faire cela. Ça va peut-être venir, mais il me faudra un peu de temps pour le remercier. Bon, c'est redoutable. Je pense qu'il y a des premières conclusions qui ont été très, très riches. Donc je serai évidemment assez simple à côté. Simplement se redire que ce soir, on a posé une première question, c'est mais pourquoi maintenant ? Et dans les arguments du pourquoi maintenant, il y a l'histoire de loi qui échelonne cette réflexion, 2005-2016, et une tentative un peu de coup d'État d'une loi comme ça. Et le 8 février, j'ai retenu, je crois. Et puis... oui, c'est ça, oui. Mais pendant avril. Mais maintenant, on est sur autre chose qui est un débat qui s'élargit. C'est le travail du CESE de réfléchir à la loi, et je pense que de prendre sérieusement la citoyenneté du CESE est assez intéressante. Évidemment aussi les débats auxquels on participe ensemble. Donc on est sur quelque chose qui se présente comme une question ouverte, et on peut saluer cela comme une avancée déjà, avec ce qui a été distingué très fortement, la nécessité du débat, l'obligation du débat permanent, en sachant, pour reprendre l'expression de quelqu'un, que l'éthique c'est une inquiétude, et donc il ne peut jamais y avoir la fin d'une inquiétude par définition, et qu'on doit rester inquiet sur une question éthique, et que ça doit être matière à débat. Avec aussi dans les raisons de maintenant, peut-être une question démographique. C'est vrai qu'on peut être sensible quand on s'occupe des personnes âgées et on voit l'évolution démographique. Peut-être la fin d'un paternalisme, mais ce qui a été souligné, c'est peut-être aussi la nécessité de construire un appareil juridique qui essaye d'accompagner le tragique, et surtout aussi qui va être à la manœuvre. Alors ce qui peut être pluriel ou singulier, mais on voit très bien que celui qui se suicide exprime quelque chose, ou ne l'exprime pas, ou l'exprime mal, mais en tout cas n'engage que, entre guillemets, lui, parce qu'on sait que les proches, après un suicide, ils en ont pour la vie entière à porter le poids du suicide de l'autre. Mais on peut dire que c'est un acte individuel, alors que quand on demande à un professionnel dont le métier est plutôt de travailler pour la vie, de poser cet acte, c'est évidemment très compliqué, mais c'est une situation qu'on a déjà connue dans d'autres contextes. Alors, ce soir, finalement, on a eu droit à un débat assez intéressant. On aurait pu appeler la soirée qu'est-ce qu'une loi ? Est-ce que la loi, c'est ce que l'on a appris de manière classique, une manière de dire la norme ? Ou est-ce que la loi, c'est construire une situation de sécurisation juridique lorsqu'on est dans une situation qui est exceptionnelle et pour laquelle, finalement, on n'est plus dans l'expression générale d'une norme, mais dans l'encadrement de l'exception afin qu'elle ne débouche pas sur la violence. Et on l'a vu d'ailleurs dans une situation qui a défrayé la chronique, quand la violence intrafamiliale est telle,
même la loi n'arrive pas à le résoudre, même au niveau européen, on n'arrive pas à être au bout. Donc on voit bien qu'on a un combat aussi finalement de la violence contre finalement une sécurisation de la société. Alors, évidemment, si on est tenant de la norme, donner comme norme le droit de tuer pose évidemment la question en négatif. Si la loi est là pour sécuriser et canaliser ce qui peut se jouer en termes de violence contre soi-même, violence contre autrui ou dans l'écosystème familial, alors la loi peut avoir un intérêt de protection au-delà du cadre individuel. Alors, Michel Malherbe nous a rappelé, à juste titre, la distinction entre l'individu et la personne, avec évidemment cette difficulté qu'on a dans les troubles cognitifs sévères, mais qui est un cadre très particulier finalement dans le débat, parce que souvent le débat est dans un milieu plutôt oncologique, de la douleur qu'on n'arrive pas à dominer, etc., et que la question du trouble cognitif, où se situe la personne, quelquefois je dis que le conatus pointe le bout de son nez dans un désordre cognitif, on est peut-être dans un autre débat. Malgré tout, là où ce que dit Michel Malherbe nous intéresse, c'est qu'il y a aussi des situations où la souffrance donne une sorte d'obscurcissement de la pensée, et pour lequel finalement, est-ce que vraiment on a une cognition qui est au top quand on est envahi par la douleur? Et là, les deux débats peuvent peut-être se retrouver, mais sont connexes. On a appris quelque chose, c'est une erreur dans le rapport du CCNE entre 3% et 0,3%, et on sait qu'en Vendée, c'est 0,3% aussi. Donc c'est assez intéressant parce que ça nous a permis d'avoir un peu une idée de la rareté de la situation, finalement, de la permanence d'un souhait. Ça ne résout pas tout, mais ça le resitue, ça le hiérarchise, et ça aide à penser. Alors, autre titre de la soirée, à côté de « Qu'est-ce qu'une loi ?», on aurait pu l'appeler « Cantique pour les soins palliatifs ». Alors, en effet, alors là, il y a une phrase, alors on ne sait pas si c'est Hippocrate, Ambroise Paré ou Louis Pasteur, ils disent « Guérir parfois, soulager souvent, soigner toujours ». On est dans cette question-là, finalement, du soin qui doit être permanent. En tant que gériatre, c'est vrai qu'on guérit rarement de l'âge, donc je me sens à l'aise. Et à réfléchir à la question de comment mourir, alors que tout le monde a envie de dire « mais d'abord les soins palliatifs », je me suis dit finalement, on est un peu comme des architectes navals qui sont en train de réfléchir au profilage d'un bateau, mais en étant tout le temps à marée basse. Et donc c'est très compliqué finalement de savoir quel est le bon navire quand il ne peut pas se confronter à une situation normale qui est celle d'un accès pour tous aux soins palliatifs. Et que finalement, la grande évidemment crainte, c'est qu'on soit en train de pallier l'absence de palliatifs en créant une condition juridique où là, il y a une expression de Jacques Ricot qui m'a marqué, qui dit « mais finalement, on ne répond pas à une demande et on crée une offre ». Et ça, c'est vrai qu'en l'absence de soins palliatifs, le risque, et c'est pour ça que le CCNE et tout le monde d'ailleurs insiste sur les soins palliatifs. Alors évidemment, comment faire des soins palliatifs pour tous dans une situation aujourd'hui, bon, je ne vais pas faire de catastrophisme et en rajouter, etc. Mais déjà, les soins courants sont compliqués, quoi. Mais ce n'est pas une réponse, parce qu'on pourrait très bien imaginer une loi qui pose comme norme le droit aux soins palliatifs, comme une exigence citoyenne, finalement, en tout cas de droit du citoyen. Ça serait peut-être une grande avancée de cette loi. Elle existe, eh bien, c'est pas suffisant. Et alors, évidemment, il y a une autre question qui est derrière cela, c'est une revendication au droit. Cette revendication au droit, alors on n'a pas trop évoqué ce soir, mais on a une sorte de droit de l'exigence du particulier, de la minorité, qui, par le fait qu'ils expriment un droit, serait une sécurité pour les autres que le droit existe. Et donc,
ce droit à mourir est quelquefois une revendication, finalement, une revendication particulière. Et là, ce soir, on a eu quand même une affirmation qui est rassurante, et tous ceux qui connaissent un peu la psychiatrie ou qui ont eu l'occasion de fréquenter les situations de suicide, le droit à mourir est quand même un peu compliqué, parce que c'est un peu le droit au non-droit. Et donc, on a une véritable difficulté, c'est que le droit à mourir comme expression est tellement catastrophique pour la personne, pour tout le monde, que c'est difficile de l'exprimer sous forme de droit. Il faudrait vraiment s'en expliquer en propre. Je n'ai pas les moyens pour le faire. Ça pourrait être un débat en soi. Et puis, on peut être que séduit par la conclusion que vous avez faite sur, en tant que médecin, j'y suis sensible, sur le risque. On fait quelque chose. Voilà. Je vous donne un médicament. Vous avez 1% de chance d'en bénéficier, 99% d'avoir un effet secondaire grave. Est-ce que vous le prenez? Donc, on a un problème de relation, finalement, bénéfice-risque. En l'absence de soins palliatifs efficaces, on a vraiment l'impression qu'il faut qu'on continue à débattre, mais qu'on n'est peut-être pas mûr aujourd'hui pour édicter une loi. Là-dessus, on se rend compte qu'on a une manière de faire des lois qui a changé et que de moins en moins les lois sont inscrites dans la durée pour faire une norme. Et que finalement, le droit, c'est l'histoire du droit et une loi, c'est l'histoire des lois. Alors peut-être qu'il faut qu'on fasse la loi numéro 3 en attendant la loi numéro 4. C'est peut-être une manière d'y répondre. En tout cas, il faudrait que cette loi nous donne le moyen d'espérer un droit à être citoyen, un droit à accompagner, voilà, un droit à être ensemble dans le tragique de la vie qui fait partie tout simplement de notre existence et de notre goût de vivre. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci à vous, Gilles Berru, pour cette conclusion. Et puis évidemment, un immense merci à vous quatre, madame et messieurs, pour vous êtes prêtés au jeu du débat. Et merci à vous pour votre attention exemplaire. Et bon retour chez vous. J'espère que vous repartez nourris. Merci.